à tous. Merci beaucoup donc d'être là pour le deuxième volet ce soir des discussions qu'on avait déjà commencées ensemble il y a peu de temps sur l'étude donc prospective de la médecine libérale qui est menée par l'URPS, médecin de Nouvelle-Aquitaine. Autour de la table avec moi ce soir, donc le président de l'URPS, médecin de Nouvelle-Aquitaine, docteur Benoît Fégé. Merci beaucoup de nous accueillir dans la maison des médecins libéraux. Vous êtes accompagné, comme la dernière fois, de votre directeur, Emmanuel Bataille. Vous allez prendre dans un instant la parole pour nous parler des propositions de l'URPS après l'enquête que vous avez donc menée en février et dont nous avions déjà révélé les conclusions ensemble au dernier et au premier webinaire. Donc ce soir, après avoir rappelé les conclusions de l'enquête, nous allons développer 3 axes qui sont les propositions de l'URPS pour l'avenir des médecins. Un premier axe sur l'organisation de l'accès aux soins, très important, où nous comptons sur vous, Jean-Luc Delaban. Bonsoir. Donc, le président de la commission prévention de l'URPS, et vous allez pouvoir nous donner votre avis. Nous proposerons donc aux personnes qui sont à ma gauche, à savoir Philippe Dombly, donc, de prendre la parole pour réagir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le président de l'Ordre régional des médecins. Vous êtes très connu aussi de tous ceux qui sont autour de cette table. Nous proposerons aussi à Benoît Elbaud, donc le directeur général de l'ARS, de pouvoir réagir. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Et puis, nous sommes aussi avec Françoise Janson, qui est donc la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, déléguée donc à l'innovation et à la santé. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le deuxième axe que nous allons voir ensemble, ce sera sur la question du virage préventif et éducatif que doit prendre le système de soins. Je sais que ça compte beaucoup pour vous. François, là, vous êtes connecté avec nous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous nous direz ce que vous en pensez de la présentation qui sera faite par Jean-Luc Delaban, donc le président de la commission prévention de l'URPS, et celle qui est à côté de vous, d'Éric Sury, que je vois là-bas. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes, vous, coordonnateur du Collège généraliste de l'URPS. Vous nous parlerez de la sensibilisation des patients au bon usage du système des soins. C'est ça? Je ne me trompe pas? Merci. Et puis, sur un troisième axe, nous parlerons de l'attractivité de nos territoires. Et ça, c'est important aussi. Benoît Emmanuel, je compte sur vous pour nous présenter cet axe. Vous serez aidé de Antoine Leveneur, qui est président de la conférence nationale de l'URPS médecins, qui va nous rejoindre et qui participait à la mission Braun, qui nous rejoindra pendant la conférence. Et nous aurons aussi l'avis de Stéphane Laché-Fougère, le docteur qui est là. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission exercice libéral de l'URPS. Vous nous ferez un point sur la formation universitaire. Donc, tous autour de la table, vous pourrez réagir à chacun des axes. Toutes les questions sont les bienvenues. Et vous aussi, en ligne avec nous, vous pouvez réagir. Je sais qu'au premier webinaire, il y a eu certaines frustrations que nous ne puissions pas passer toutes les questions ou intervenir à chaque fois. Donc, on va essayer de faire passer le plus de questions possible. Vous pouvez dès à présent les poser. Emmanuel et Marjorie, qui est à ma gauche, vont les prendre et on pourra les avoir à la fin de chaque axe. Petite précision, c'est en utilisant le module questions-réponses qu'il faut intervenir pour poser vos questions. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec vous, Benoît Fégé. Vos propositions sont regroupées autour des 3 axes, je viens de les dire. Avant d'entrer dans le détail des mesures, un rappel de l'état des lieux de la situation, même si on l'avait déjà dit au premier webinaire, c'est important de parler des crises que nous traversons. Oui, on voit qu'on a un travail prospectif qui est dans l'actualité, puisque la mission Braun, avec la crise des urgences, a répondu à poser des axes de réflexion. Et le propos maintenant du ministre Braun souhaite, que l'on voit apparaître dans les médias, ses premiers propos souhaitent réformer en profondeur le système de santé. Donc ça va dans le sens de nos réflexions. En effet, nous avons constaté qu'il y avait une crise d'efficacité. Nous avons le budget le plus élevé d'Europe, mais des indicateurs de santé qui sont inférieurs à la moyenne européenne. Et en cause, c'est une mauvaise allocation des ressources. Il y a une crise de confiance entre les citoyens et le système de soins, entre les acteurs de santé, entre l'assurance maladie et les médecins.
Et on a un système qui est trop et mal régulé, avec une rigidité pilotée par une technostructure, une myriade d'organisations, de décideurs. Et finalement, nous devons quand même avoir comme pensée, arrière-pensée, que l'évolution de la santé est conduite à trois transitions importantes. On a une transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on a un système de santé qui a été construit pour de l'aigu et qui va devoir répondre à une augmentation de la maladie chronique. On a une démographie des soignants et un choc technologique avec l'arrivée du numérique, de l'intelligence artificielle qui va modifier nos pratiques de demain. De là, nous avons fait le constat qu'il y a deux dangers à notre système de santé dans son évolution. Soit il y a une dérive étatiste, réglementaire, encore plus forte, soit une privatisation financière, mercantile de la santé. Et on voit que notre système de santé est arrivé au bout de cycle, à une certaine saturation. Tout est en train de craquer. La crise à l'hôpital, elle a été révélée par le Covid. La crise des urgences est en cours. Et parallèlement, on ne peut pas dire que la médecine libérale aille mieux. Donc on a besoin de se responsabiliser tous ensemble pour pouvoir reconstruire ce système et donner de la confiance et répondre en fait aux besoins de santé de la population et pas uniquement avoir une organisation sur le papier bien nickel, mais qui n'est pas adaptée au territoire, aux besoins de les patients, aux besoins des professionnels de santé, pour qu'ils puissent exercer sereinement leur métier, qu'il soit pour les médecins hospitaliers, publics ou libéraux. Donc ça, c'était pour la situation. Alors maintenant, Emmanuel Bataille, l'URPS a interrogé les médecins libéraux de la région. Et eux, quel est leur ressenti et est-ce qu'ils sont prêts à participer à un changement de système ? Alors, on en avait déjà parlé au précédent webinaire, donc très rapidement, la consultation menée en février dernier auprès des médecins de la région a fait ressortir 3 grands points. D'abord, un sentiment de dégradation des conditions d'exercice et le souhait pour y faire face que la médecine libérale réfléchisse collégialement pour s'organiser. Ensuite, les répondants font preuve d'une volonté pour évoluer et aller vers l'avenir. Ça avait été noté d'ailleurs par nos experts positivement. Dans les mesures qui ressortent avec un très fort taux d'adhésion, d'abord, le sujet de la prévention, considéré comme une pratique d'avenir et qui doit se développer dans la pratique du médecin libéral. Le deuxième point, c'est une organisation médicale plus collective, privilégiant donc la coopération entre spécialités et avec les autres professionnels de santé libéraux essentiellement. Ils sont ouverts aux dispositifs d'exercice coordonné, mais à condition d'en réduire les contraintes. Enfin, ils mettent en avant l'intégration des nouvelles technologies dans leur pratique, mais sans perdre la dimension humaine de la prise en charge des patients. Donc, nos experts, je disais, ont vu dans les réponses du questionnaire une maturité des médecins sur les orientations à prendre. Ils sont donc prêts au changement, mais ils y posent des conditions. C'est répondre à leurs principales motivations. Quelles sont-elles ? C'est mieux valoriser les rémunérations en privilégiant le paiement à l'acte pour les actes cliniques et techniques, mais aussi pour la prévention. Ils sont ouverts à une logique de majoration et minoration des actes, notamment pour favoriser l'exercice dans les territoires sous-dotés. Concernant l'implantation dans les territoires, ils préconisent aussi le renforcement du compagnonnage. Le deuxième point essentiel de leur motivation, c'est celui de la liberté d'installation et de choix de son organisation. Pour recentrer leur activité sur le patient, ils sont prêts à penser différemment leur organisation, mais à condition aussi d'engager une simplification administrative trop chronophage aujourd'hui. Enfin, ils souhaitent un renforcement de l'éducation des patients et notamment ne pas considérer les actes de soins comme un produit de consommation sans limite. Merci Emmanuel. Alors je précise que vous pouvez retrouver sur le site de l'URPS le dossier intégral avec toute la consultation des médecins de la région. N'hésitez pas à y aller pour voir de vous-même ce qui est ressorti de cette enquête. Suite à ces éléments de constat, donc l'URPS médecins a défini donc des recommandations. C'est sur quoi vous avez travaillé tous ensemble et on a essayé de les classer ce soir dans 3 grands thèmes. Le premier thème de ce webinaire va porter sur l'organisation de l'accès aux soins qui vous paraît fondamental, Benoît Fégé. Quelles sont les propositions de l'URPS pour justement favoriser l'installation et l'accès aux soins ?
Tout l'axe de notre réflexion est d'essayer de voir comment aller évoluer notre organisation médicale à un horizon de 5 à 10 ans. Pour ça, on a un premier axe, c'est le développement des maisons de santé pluridisciplinaires, avec un bémol, c'est que les médecins considèrent actuellement que ces dispositifs sont trop contraignants. Donc il faut donner de l'air au système, même s'il y a un cadre qui est ce qu'il est, mais qui doit être... Il faut qu'il y ait de la souplesse pour que ce soit adapté aux besoins des territoires. On revient à l'idée que les acteurs du territoire, c'est eux qui connaissent le mieux leur territoire et c'est eux qui peuvent répondre à une meilleure organisation de ce territoire. Et pour ça, c'est aussi stimuler la création d'entreprises libérales de santé pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, pilotées par des médecins avec des plateaux techniques permettant de répondre aux besoins de soins des patients et assurer ainsi une attractivité pour les professionnels de santé. Alors, l'aide financière publique, elle est nécessaire pour accompagner ces changements, pour aider les investissements, mais elle ne doit pas entrer dans le fonctionnement qui doit être assuré par l'activité facturée par les actes exercés par les professionnels de santé. Il faut mieux flécher les appels à projets vers ces structures, inciter les projets à s'organiser et qui répondent bien aux besoins du territoire et donner la main aux professionnels de santé de ces territoires pour organiser les solutions avec les moyens qui sont à leur disposition, parce qu'ils connaissent leur territoire, aux populations. Le cadre juridique doit aussi évoluer dans le sens où il faut garantir que ces sociétés soient avec des capitaux permettant de garder la main par des droits de vote détenus à 100% par les professionnels de santé. Il faut se méfier de sociétés médicales dont les acteurs, les professionnels de santé ne seraient plus que des prestataires et pas du tout des pilotes et des responsables. Tout ça, c'est à mettre derrière, c'est qu'il faut faire évoluer un modèle économique qui permet aux médecins de réaliser une prise en charge pluriprofessionnelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les prises en charge strictement à l'acte, avec des actes qui soient à la fois revalorisés, mais aussi une réglementation permettant aux médecins de facturer vers d'autres libéraux, de recourir à des salariés pour favoriser une délégation de tâches. Enfin, il faut des systèmes de primes en fonction de l'atteinte d'objectifs, d'augmentation de patientèle, mais aussi de besoins de santé de la population, adaptés selon les densités médicales des territoires. C'est aussi répondre d'une certaine manière à comment favoriser l'attractivité dans les déserts médicaux. Enfin, nous sommes favorables au développement des équipes de soins, à la fois des équipes de soins primaires et des équipes de soins spécialisées, dans le sens où elles peuvent favoriser la mise en place de ces entreprises libérales. Ces dispositifs, ils ne doivent pas avoir des missions imposées, obligatoires, qui poussent ou qui, en fait, rebutent tellement les professionnels qui ne s'y engagent pas. Mais en contrepartie, le financement doit être accompagné, permettant de favoriser l'émergence de ces mises en œuvre et la réalisation de ces projets. Donc, en deux mots, c'est redonner la main aux professionnels des territoires pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la population. Derrière, il y a aussi une réflexion sur le caractère de la carrière médicale. Nous avons tous été hospitaliers autour de cette table, nous avons été libéraux. En même temps, il y a des passerelles, il y en a qui sont temps partiel, etc. Donc, on a une réflexion sur un statut unifié du médecin qui favoriserait un exercice mixte. D'un côté, vous avez des hospitaliers qui ont une activité libérale et des libéraux qui ont une activité salariée. Donc, peut-être unifié avec un profil de carrière plus attractif pour tout le monde. En même temps, il y a des actes, les médecins à la fois libéraux et hospitaliers ne sont pas bons pour tout. Ils peuvent être bons pour la pratique clinique, bons pour la recherche, bons pour l'enseignement, mais trouver l'homme idéal ou la femme idéale qui puisse répondre à ces trois missions est difficile. Donc là aussi, il faudra réfléchir à l'évolution des professions et des plans de carrière dans les CHU, dans les CHG
et aussi dans les médecins, dans les structures libérales, qui peuvent être des stages, on va en parler, des accueils de stages des internes et même des externes. Mais toutes ces mesures, elles peuvent être aidées par une chose, c'est le développement des outils numériques. Je me tourne vers le docteur Jean-Luc Delaban, donc, qui est président de la commission prévention de l'URPS. Pour vous, est-ce que le cabinet connecté peut être une solution? Oui, bien sûr, ça peut être une solution. Si on reprend un peu à quoi peut correspondre le cabinet connecté, parlons en premier de la téléconsultation. La téléconsultation, les médecins l'ont découvert massivement à l'occasion de la crise Covid. Et puis, bon, il faut bien dire que c'est un petit peu retombé. Nous ne soutenons pas une téléconsultation excentrée, le fait de sociétés commerciales qui répond à un besoin consumériste de santé sans aucun fondement médical. En revanche, nous appelons de nos voeux la mise en place d'une organisation territoriale de télémédecine pour répondre en particulier aux territoires sous-dotés, pour répondre à de vrais besoins de santé et par plusieurs exemples, en particulier par la mise en place de téléconsultations assistées dans les territoires sous-dotés par des infirmiers ou d'autres professionnels de santé. Le cabinet connecté, c'est aussi la téléexpertise. Au-delà du simple avis spécialisé, il faut voir dans la téléexpertise un outil essentiel pour améliorer en premier la pertinence de la prescription des examens complémentaires par les médecins généralistes et aussi pour permettre un meilleur accès aux spécialistes. En effet, le délai pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste est de plus en plus long, car une partie non négligeable de la population a pris rendez-vous en accès direct, et ce phénomène s'est fortement aggravé depuis la mise en place des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, et donc ça devient compliqué d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Alors que si on utilise la téléexpertise, après une téléexpertise, le spécialiste qui aura pu analyser les éléments médicaux que lui a communiqué le médecin généraliste sera en mesure de juger l'urgence, de voir le patient ou pas et de lui donner un rendez-vous plus rapidement. C'est un usage que l'on souhaite accompagner dans l'avenir. Après, si on vient sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va se développer dans la médecine comme se développe dans tous les domaines. Elle pourra sans doute être une aide précieuse au diagnostic et à la décision. Elle ne remplacera jamais le contact humain qui est spécifique dans notre métier. Il ne faudrait pas s'arrêter à ce que peut apporter l'intelligence médicale à l'aide du médecin, de l'intelligence artificielle, à l'aide du médecin, mais il faudra beaucoup utiliser l'intelligence artificielle dans un autre domaine qui est celui de l'aide qu'elle peut apporter pour le travail administratif du médecin. Malheureusement, à ce jour, le numérique n'a fait que compliquer les tâches administratives du médecin en lui demandant de plus en plus de temps parce que c'est toujours des nouveautés, c'est toujours des complications supplémentaires et c'est plus de temps passé. L'assurance maladie devra donc engager une refonte complète des tâches administratives qu'elle nous demande afin de pouvoir gagner du temps médical. Enfin, pour finir de répondre à votre question, le cabinet connecté devra permettre une interopérabilité entre tous les outils pour faciliter la transmission des informations avec les patients, mais aussi entre les professionnels de santé. Il devra nous permettre de disposer de statistiques sur notre patientèle. Et enfin, les investissements dans le numérique en santé qui doivent arriver devront créer des outils et des organisations sans ne jamais oublier qu'ils ne seront pas utilisés s'ils n'apportent pas une aide à l'usage pour les professionnels. Alors, ça fait beaucoup de mesures d'un coup de parler de tout ce qu'on peut faire. Ce qui est important, c'est de voir aussi comment concrètement c'est réalisable. On va peut-être commencer avec vous, Philippe Domblide. Par exemple, quelle est la position donc, de l'Ordre régional des médecins sur ces sujets d'organisation collective ou sur ceux qu'on vient de voir sur l'aspect numérique? Ça vous inspire quoi? Plein de choses. Alors, il est sûr d'abord que je remercie beaucoup l'URPS de cette invitation. Il faut savoir que le Conseil régional, c'est en fait un organisme de coordination de 12 départements. 30 000 inscrits, donc essentiellement beaucoup de médecins libéraux, bien sûr. Effectivement, en ce qui concerne l'organisation pluriprofessionnelle, en première remarque, on dira que c'est bien évidemment au bénéfice du patient. Et puis en deuxième temps, parcours de soins personnalisé et coordonné. Alors bien sûr, c'est souhaité par de très nombreux acteurs, à commencer par un grand nombre de médecins.
C'est la condition sine qua non à l'amélioration, je crois, effectivement, de l'efficience du parcours de soins, en particulier vis-à-vis des patients avec une polypathologie, de fréquentes ALD, patients âgés en perte d'autonomie, atteints de handicap. C'est à peu près plus de 10 à 12 millions quand même de personnes. Améliorer en qualité de parcours avec comme corollaire, outre un impact humain positif, une efficience économique en évitant aussi, ce qui avait été dit d'ailleurs dans le premier webinaire, les actes redondants et inutiles, avec effet en silo. Donc, elle doit être transversale, bien sûr, ville, établissement de santé publique, privé, professionnel de santé, voire médico-sociaux. Mais là, effectivement, c'est un peu une tarte à la crème, ce que je dis. Et il y a des écueils. Et ces écueils, quel sens donne-t-on à la pluriprofessionnalisation? Quelle est la place du médecin au centre d'une coordination que l'ordre souhaite dans un parcours qui reste médico-centré? Il faut être clair. Quel contenu dans l'organisation de cette pluriprofessionnalisation? Alors, les souhaits d'autonomisation des professionnels de santé par rapport aux médecins sont réels, en revendiquant notamment l'accès direct. C'est un sujet de discussion. Pour autant, pour l'ordre des médecins, la place centrale du médecin garde sa légitimité par la hiérarchie des compétences initiales et acquises. Là, il faut être clair. Alors, pour le numérique en santé, bien évidemment, le numérique, je dirais, c'est la sécurisation des données, c'est un peu le cœur du réacteur, je dirais, de l'ordre des médecins, puisque c'est la déontologie, c'est le secret médical. Pour vous dire un petit peu la complexification de ça, le secret médical, c'est 6 lignes sur le code déontologie et c'est 27 pages de commentaires. Et on n'en a toujours pas fini. Donc le numérique en santé, c'est un prérequis à l'amélioration, bien sûr, de la coordination des acteurs de soins, bien sûr, entre eux. Partage d'informations, aide à la décision. Par contre, il ne faut pas oublier l'acculturation du numérique par le patient. C'est un autre problème. Peut-être qu'on va le mesurer avec l'espace numérique en santé. Une part notable de la population est frappée aussi d'électronisme. Il y a quand même 15 à 18% de la population qui n'a pas un accès technique qui lui permet. Alors peut-être qu'il faut favoriser la téléconsultation assistée comme l'URPS le propose. C'est une possibilité. Alors, il faut aussi se méfier, je dirais. Cet électronisme, les pourcentages sont bien supérieurs dans nombre de territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Attention à ce que le numérique n'aggrave pas les inégalités socio-territoriales. C'est un risque, surtout pour l'accès aux soins. Alors, je vais... Une petite phrase anecdotique. La théorie des premiers de cordée qui ruisselle sur la santé des autres n'est guère applicable dans notre domaine. Voilà. Bonne réaction. Intérêt aussi du numérique en recherche, notamment en soins primaires. Voilà, donc... Il y a des bonnes choses, mais il faut faire attention. Beaucoup. C'est très important. Nous sommes donc aussi avec la région, puisque vous êtes avec nous, Françoise Janson. Le sujet de l'accès aux soins, évidemment, c'est une préoccupation très importante pour la région. Oui, alors d'abord, merci de cette invitation. Merci de me permettre de parler au nom du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. On est 2 conseils régionaux, l'un à côté de l'autre. Alors évidemment, l'accès aux soignants, ce qu'on appelle nous plutôt l'accès aux soignants, c'est une préoccupation parce que dans les compétences de la région qui vont être l'aménagement du territoire, qui vont être les entreprises, qui vont être la formation, qui vont être les transports, la question de la santé est évidemment une question centrale et qu'on n'a jamais vu une entreprise ou des gens aller s'installer dans un territoire où il n'y avait pas d'accès aux soignants. Donc pour nous, c'est très important. Alors ça fait très longtemps que on s'y intéresse. Ça fait, je crois, près de 20 ans que le Conseil régional finance des maisons de santé. Alors on a évolué en venant en soutien à toutes les formes, je dirais, collaboratives de travail, tant on est persuadé, de par les remontées, c'est pas simplement nous, c'est ce que nous disent les gens, que on voit que très souvent, l'accès aux soins est presque meilleur dans des endroits très éloignés des villes, où les gens se sont organisés en coopération, que les professionnels de santé ont une meilleure qualité professionnelle, une meilleure qualité de vie, et que les gens sont mieux soignés parce qu'ils se sentent pris en charge par une équipe. Et finalement, quelque part, c'est beaucoup plus présent dans des territoires qui se sont organisés à cause de la pénurie que dans des grands centres-villes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on promeut. Et là où on peut être à vos côtés, c'est de se dire, nous, on peut être en soutien à l'innovation dans ces domaines-là. On soutient les centres de santé, on soutient sur des territoires, dans le cadre des contrats de territoire, de l'ingénierie pour aider à la santé. Mais voilà, dans l'innovation, dans ce qui peut être collaboratif, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aider. Deuxième point, les conseils régionaux, il ne faut jamais l'oublier, ils financent la formation de près de 80% des professionnels de santé. C'est-à-dire, il y a les médecins et puis il y a tous les autres.
Et je crois que dans cette organisation collective, il ne faut pas oublier que le médecin doit être central, mais que les paramédicaux, et en particulier les infirmières, je pense aux kinésithérapeutes, les aides-soignantes, sont essentiels, et que cette coopération, il faut que vous la pensiez avec eux. On le sait, il y a les IPA, il y a maintenant, mais il y a toute l'évolution des infirmières. Les infirmières, il ne faut jamais l'oublier maintenant, sont des étudiantes, je dis étudiantes parce que c'est quand même 95%, universitaires. C'est des étudiants, c'est plus les élèves d'il y a 20 ans. Et je pense que cette évolution du métier fait que c'est essentiel de réfléchir votre organisation avec elles et avec eux. Et d'ailleurs, ils comptent bien dessus. Troisième sujet, la télémédecine. Alors, ça fait aussi assez longtemps qu'on soutient les projets de télémédecine qui sont, on l'a toujours soutenu dans des projets coopératifs et dans des projets territoriaux. On a soutenu de la télémédecine dans le pays de Combrailles, entre des EHPAD, des médecins généralistes, des spécialistes. On soutient aussi des grands projets, type Krypton, pour les radiologues le connaissent. On a soutenu PACO, etc. On pourra le faire. On soutient l'ANAPAT maintenant entre les CHU. Et je crois que on soutient aussi des valises de télémédecine, justement, qui permettent à des infirmières d'aller voir des patients et de renvoyer les informations vers le médecin. Toutes ces innovations en matière de télémédecine, on continuera à les soutenir, mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel et qui est en train d'arriver, c'est, et vous en avez parlé, c'est de former les professionnels de santé au numérique. Quand on regarde les référentiels de formation des infirmières, des kinés, des aides-soignants, je ne vais pas regarder ceux des médecins, le mot numérique ou le mot digital n'y sont même pas écrits. Et heureusement qu'il y a maintenant, effectivement, dans l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir, un enjeu sur le numérique en santé et qu'on va pouvoir former les professionnels aux compétences de base parce qu'il y a toutes les questions de partage de données, il y a toutes les questions de sécurité qui sont extrêmement importantes et on sait combien les gens et les patients sont très attachés à ces enjeux du numérique. Mais effectivement, on ne pourra pas passer à côté. Et dernier point, c'est le médecin d'EHPAD qui vous parle. Je pense que dans la télémédecine, sur les personnes très âgées, il faut l'utiliser beaucoup plus. Si on veut que les personnes, soit chez elles, soit en EHPAD, soient bien soignées, il ne faut pas hésiter à utiliser la télémédecine le plus souvent possible. Très bien, 4 points très intéressants aussi. Avant de passer peut-être à quelques questions, Emmanuel, Benoît Elbot, vous êtes avec nous aussi ce soir. Vos réactions par rapport à ce qui ont été proposés déjà sur ces sujets ? Je mets le chronomètre, comme ça je suis sûr de pas. Vous êtes hyper fort, allez-y. Alors c'est compliqué de réagir parce qu'en fait il y a plein de... il y a beaucoup de mesures. Le sujet est compliqué en plus à cerner. Est-ce qu'on parle d'organisation de la médecine libérale ? Est-ce qu'on parle d'organisation du monde libéral, c'est-à-dire toute profession ? Est-ce qu'on parle de l'organisation de la médecine générale, qui est différent, ou est-ce qu'on parle d'organisation de la médecine tout court, avec l'hôpital, etc. Quel avenir pour les médecins, c'est Exactement. Donc moi, je pense que, alors, l'avenir pour les médecins, on voit bien que l'avenir va vers, comme vous le dites, sur l'organisation collective. Ce qui est compliqué, c'est le premier défi du monde libéral, c'est de pouvoir travailler sur les organisations collectives en luttant contre un réflexe d'individualisme libéral. C'est-à-dire que l'attractivité du libéral, c'est être maître de son activité, de ses conditions d'exercice. Et cette liberté qui fait la force du monde libéral, c'est aussi une contrainte dans son organisation collective, parce qu'il y a des difficultés d'avoir des chefs, des organisations communes, puisque le principe, c'est que chacun travaille comme il veut. Et c'est vrai que dans l'organisation des prises en charge de demain, on ne peut pas faire avec chacun qui travaille comme il veut. Il va falloir le faire ensemble. La deuxième remarque dans ce qui a été dit, c'est que je pense qu'en effet, il y a certaines choses qui ne pourront pas se faire, qui ne pourront se... Avec les doubles négations, c'est toujours compliqué. On ne pourra pas faire certaines choses sans nouveaux leviers qui n'existent pas aujourd'hui. Par contre, je suis persuadé qu'on peut faire des choses aujourd'hui avec les leviers qu'on a. Et je pense que dans le travail, il faut vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les leviers juridiques et financiers qu'on a pour transformer notre système et aller vers cet avenir de collectivité et de coopération. Et pas toujours se dire on n'avancera pas s'il n'y a pas un nouveau levier, une nouvelle rémunération, un nouveau texte juridique, une nouvelle loi. Voilà.
On peut faire des choses aujourd'hui, on peut avancer vers l'avenir. On ne pourra pas tout faire dans ce qui est prévu et on ne résolvera pas tout, mais on peut le faire. Avec pour moi un axe, et je reviens sur ce qu'a dit Françoise Janson, là pour le coup je recentre sur la médecine générale parce qu'après chaque spécialité a ses particularités. Aujourd'hui on voit que notre défi c'est comment s'organiser pour qu'un médecin généraliste prenne en charge beaucoup plus de patients qu'il n'en prend aujourd'hui, qu'il ait une file active plus importante. Ça passe par la technologie, ça passe par la pluriprofessionnalité, ça passe par aussi une réflexion des médecins sur mais c'est quoi notre plus-value ? Où est-ce qu'on doit vraiment être présent ? Ou qu'est-ce qu'on doit laisser à d'autres ? Parce qu'il faut laisser à d'autres, parce qu'on n'aura pas assez de médecins pour prendre en charge tous les patients, au vu des numerus clausus, au vu de l'évolution du temps de travail, et c'est normal que les médecins ne soient plus les seuls professionnels qui travaillent 120 heures par semaine, et qu'aujourd'hui, les jeunes aspirent aussi dans l'attractivité et dans l'avenir du métier de médecin, c'est d'arrêter d'être les seuls à travailler 120 heures par semaine. Enfin, je caricature en disant 120 heures, mais quoique, au moins 70, 80. Donc l'avenir, c'est aussi ça, c'est savoir vraiment avoir une réflexion de la profession pour dire comment, peut-être que le suivi des femmes enceintes qui sont pas malades et qui n'ont pas de problème de grossesse, on pourrait le donner à d'autres. Le suivi d'enfants dans leur développement normal, on le pourrait donner à d'autres. Les questions d'accueil, de tout ça, on pourrait le donner à d'autres et concentrer notre action de médecin sur les choses qui relèvent de notre compétence. Parce que ça sera aussi la solution, et j'en finis là, à ce que vous préconisez. Moi, je pense qu'il faut payer beaucoup plus cher les médecins, mais on ne peut payer les médecins à hauteur de Bac+10 que si chaque minute de leur temps auprès d'un patient mobilise une compétence de Bac+10. Si, pendant la moitié du temps passé auprès du patient, on mobilise une compétence de Bac+3, de Bac+4 ou de Bac+5, on ne pourra, le système, le rémunérer qu'à la hauteur d'un Bac+3, Bac+4, Bac+5. Et donc, quand un médecin pèse un patient, il n'y a pas besoin de 10 ans d'études pour peser un patient, ce temps-là ne pourra pas le payer très cher. Donc moi, je pense qu'il faut payer les médecins beaucoup plus cher, mais il faut, et tout ça est cohérent, pour qu'ils aient une file active beaucoup plus grande, en pluriprofessionnalité, il faut qu'ils concentrent leur activité sur ce qui fait leur plus-value et leur niveau d'études et leurs compétences. C'est ça aussi qui rendra attractif le métier, parce qu'on fera médecin pour faire de la médecine, et pas pour faire de l'assistante sociale, du boulot d'infirmière, du boulot d'aide-soignante, du boulot de communicant, du boulot de prêtre, parce que vous savez, avant les gens, on va voir leur prêtre, maintenant on va voir son médecin pour discuter. Très bien, donc la file active, je retiens ça. Je pense qu'il y a eu des réactions, Emmanuel. Est-ce que vous voulez parler maintenant ou pas des questions, ou est-ce qu'on passe au virage préventif et éducatif ? Il y a quelques petites remarques, en tout cas, sur le numérique. Le cabinet connecté reste hors de prix. Après, il y a d'autres réactions, questions sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, en disant attention avec les objectifs, car les ARS et les CEPAM nous attendent au tournant pour les changer à leur guise. Et que penser de toutes les MSP actuellement vides ? Voilà, donc un peu de méfiance sur ces aspects-là. Voilà, et remarque également sur la liberté des médecins. Le médecin ne travaille pas comme il veut, il travaille en toute indépendance et comme il peut. Très bien. Donc, c'est noté ces petites remarques. On passe au deuxième axe, mais on pourra revenir sur ces sujets, évidemment, en fin de webinaire où nous avons laissé un temps imparti aux questions et aux réponses de certains si besoin. Donc, deuxième axe, le virage préventif et éducatif. On retourne vers vous, le docteur Jean-Luc Delabande de l'URPS. Donc, vous proposez plusieurs évolutions pour passer du soin à la santé globale. C'est bien ça ? Oui, vous êtes connecté, allez-y. Voilà, non, le virage préventif n'est plus une option, mais ça devient une obligation si l'on veut réduire ou pour le moins retarder les maladies chroniques qui représentent maintenant la majorité de notre activité. Il va donc falloir, dans nos pratiques, ancrer des consultations de prévention et des prescriptions de prévention. D'ailleurs, 83% des médecins néo-aquitains qui ont été interrogés dans notre enquête sont tout à fait en faveur de mettre plus de prévention dans leur activité. Le rapport de la Cour des comptes indique clairement que notre système de prévention est plutôt médiocre, même s'il coûte cher, car il fonctionne uniquement avec des organisations cloisonnées et dispersées. D'ailleurs, lors de notre dernier webinaire, le professeur Alla a clairement exposé que pour être efficace, l'approche préventive devait être intégrée,
proactive, personnalisée et coordonnée. Il faut donc complètement transformer l'offre préventive actuelle. Mais alors, le problème, c'est que ça coûte cher quand même, toute cette prévention. Et donc, dans les propositions concrètes, on peut parler, par exemple, du remboursement des consultations de prévention et même de mise en place de parcours de prévention, c'est ça? Oui, absolument. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de proposer un parcours de prévention personnalisé pour chaque citoyen. Ce parcours personnalisé doit être piloté par le médecin traitant. L'URPS Médecins a construit un programme qui s'appelle MedPrev et qui permet la mise en place de ce parcours dans lequel les professionnels de santé et les patients sont assistés par un logiciel qui interroge les usagers sur leur comportement de vie, tout ça dans une approche holistique. Ce même outil met à disposition une bibliothèque de ressources référencées sur lesquelles on peut s'appuyer, qu'il s'agisse d'informations pour renforcer la connaissance des citoyens, d'outils de coaching ou encore de listes des acteurs du territoire pour mieux orienter et accompagner les usagers. Mais pour cela, comme vous le rappeliez, nous avons besoin d'une prévention qui soit rémunérée à sa juste valeur, à l'acte, avec notamment une consultation longue de prévention tous les 2 ans pour refaire le point sur les patients. Enfin, pour définir une politique de prévention pertinente, il sera nécessaire de mettre en place une gouvernance territorialisée de la prévention. L'État régulateur pourrait fixer les référentiels, les grandes orientations en termes d'objectifs, de financement, mais ce sont les acteurs des territoires qui, au regard des diagnostics populationnels, devront déterminer les actions, les organisations et les moyens. Concrètement, il nous faut arrêter le cloisonnement et la dispersion des dispositifs de prévention et basculer vers la ville, qui est le premier acteur de santé et de proximité des patients. Tout doit partir des initiatives territoriales, en s'appuyant notamment sur les CPTS, qui peuvent animer la mise en œuvre, en concertation avec les établissements de santé, le médico-social, les collectivités territoriales, les écoles, les structures sportives, etc. Il y a d'énormes économies à faire en arrêtant les dispositifs qui fonctionnent uniquement en silo. Nous devons mettre en place une véritable gouvernance intégrative de la prévention, repérage, stratégie de prise en charge, à relier si besoin aux soins et à l'éducation thérapeutique. Les programmes devront être évalués en termes d'efficacité et d'effectivité. C'est ainsi que nous pourrons prendre ce virage préventif en privilégiant par une démarche de projet la mise en œuvre par les territoires d'actions adaptées aux besoins de leur population. Alors, on reviendra sur la gouvernance plutôt dans le 3e acte, mais le parcours de prévention personnalisé dont vous parliez, qui permet donc d'enrichir aussi la connaissance des citoyens, va être aussi en rapport avec leur autonomie en santé, et c'est ça qui compte pour vous. Au-delà de tout ça, l'URPS milite aussi pour une sensibilisation des patients pour le bon usage des systèmes de santé. Éric Sury, vous êtes avec nous aussi. Vous êtes médecin donc généraliste dans la Vienne, élu de l'URPS, administrateur du dispositif d'appui à la coordination de la Vienne. Et pour vous, c'est ce qui est le plus important. Oui, en effet, nous devons favoriser l'éducation en santé des usagers dès le plus jeune âge et l'intégrer, comme c'est le cas avec l'écologie, dans l'approche de l'éducation nationale. Il faut également éviter le nomadisme des patients et les guider dans le système, qui est assez complexe. Alors cela se met en place déjà pour les parcours complexes avec une coordination du patient par les dispositifs d'appui à la coordination, alors notamment lorsqu'il est nécessaire de combiner les acteurs du soin, du médico-social et du social. C'est aussi la raison pour laquelle nous demandons, lorsque le patient n'a pas pu contacter son médecin traitant, de passer systématiquement par le 15 avant d'aller aux urgences. Donc cette mesure de régulation a été reprise par la mission Braun et validée par le gouvernement pour faire face, dans un premier temps, et rapidement aux difficultés de l'été qui s'annoncent. L'objectif étant d'orienter vers leur médecin traitant ou un autre médecin de ville tous les patients qui n'ont pas besoin d'être pris en charge par les urgences. Alors, généralement, c'est dans un délai de 48 heures. Il faut savoir que ce sont en moyenne 15 000 consultations en soins non programmés qui sont réalisées chaque jour par les médecins libéraux en Nouvelle-Aquitaine. François, là, vous êtes connecté avec nous. Pour vous, la prévention, c'est très important. Vous nous en aviez parlé la première fois. Vous êtes professeur de santé publique et chef de service prévention au CHU de Bordeaux. Comme expert sur ce sujet de la prévention, il y avait des points essentiels sur lesquels vous vouliez insister ? Je crois que Jean-Luc, notamment, a tout dit et tout résumé, hein, à la fois sur les constats et le besoin crucial de développer la prévention, en particulier au-delà de la problématique des maladies chroniques qu'il a citées,
Ça peut contribuer aussi à réduire les charges de soins qui pèsent sur notre système actuellement, et ceci à court terme, hein, d'ailleurs, parce qu'on imagine souvent la prévention comme du long terme. Non, certains actes préventifs ont des résultats au bout de quelques semaines. Et l'enquête, surtout ce qui était très intéressant dans l'enquête qu'a conduite l'URPS et dont Jean-Luc a rappelé certains des résultats, c'est qu'il y a une volonté massive, majeure, des médecins libéraux pour s'investir dans la prévention. Mais l'enquête aussi montre qu'il y a des freins importants, structurels, organisationnels et autres. Et donc, si on veut pouvoir développer la prévention, il faut concrètement agir sur ces freins. Effectivement, il faut pas, c'est pas qu'une question de moyens ou autre, hein, comme le soulignait tout à l'heure Benoît Elbode, même s'il y a un enjeu de moyens, c'est aussi une question organisationnelle, d'outils, de leviers permettant de faire. Et pour ça, MedPrev, dont parlait Jean-Luc à l'instant, pour moi, c'est vraiment un outil, un potentiel très fort et extrêmement intéressant parce que il peut répondre à finalement beaucoup des problématiques et des enjeux pour la prévention. Donc, c'est une innovation numérique, mais qui est vraiment pensée au service d'une organisation et qui s'appuie sur l'organisation. Donc, ce n'est pas uniquement un joli i quelque chose, mais c'est quelque chose au service d'une organisation et qui finalement permettrait, ou en tout cas, je pense, hein, d'agir à tous les niveaux sur lesquels on n'est pas très bon en France. D'une part, repérer les situations problématiques de façon systématique. C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et 1000 études, CF, la Cour des comptes de décembre dernier, l'ont montré. Deuxièmement, prévoir un plan de prévention personnalisé et en dialogue avec le patient. Et c'est aussi un outil d'échange, un outil éducatif. Et ça, c'est essentiel. Hein, ça a été souligné à l'instant, l'importance d'impliquer les patients dans la prise en charge aussi préventive. Et troisièmement, organiser la prise en charge. Parce que la prévention, c'est un peu comme la maladie chronique, hein, ce n'est pas si différent que ça. Ça nécessite de mobiliser plusieurs professionnels dans la durée. Ce n'est pas en 15 jours qu'on règle une obésité ou une addiction ou une autre question de mode de vie. Et donc un parcours, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, et MedPrev est aussi un outil au service de ce parcours. Donc il y a ce côté un peu couteau suisse de MedPrev, on va voir ce que ça donne. Et il me tarde de voir des résultats d'évaluation, mais en tout cas, ça fait partie des briques qui me semblent essentielles si on veut aller au-delà du constat sur la nécessité du virage préventif pour vraiment l'opérationnaliser. Et juste pour terminer, parce que je sais on est chronométré, ce que je trouve intéressant et exemplaire dans MedPrev aussi, dans cette innovation, c'est que pour moi, c'est l'innovation exemplaire parce que c'est l'innovation qui vient du terrain. En France, on a beaucoup d'innovations qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien parce qu'elles ont été développées, mais qu'elles ne prennent pas en compte les réalités des pratiques, des organisations, les besoins, les contraintes que l'on a en tant que professionnel tous les jours. Et par là même, elles ne sont pas utilisées. Voilà, pour prendre un exemple très concret, hein, les applis santé, il y en a plus de 100 000 en France, plus de 100 000 téléchargeables, il n'y en a pas 10 qui ont montré qu'elles produisaient quelque chose en termes de santé ou en termes d'amélioration de la prise en charge. Et donc, une innovation comme ça, sortie, issue du terrain, issue des besoins, issue d'une observation de la pratique dans la concertation, pour moi, a un potentiel très, très fort et c'est vraiment une initiative exemplaire de l'URPS que je salue à ce titre. Voilà, bon, pour aller très, très vite sur MedPrev, on aura peut-être l'occasion de reparler des sujets de gouvernance qui me semblent extrêmement importants aussi. C'est pour ça qu'on fait aussi des consultations, c'est pour avoir les avis de tout le monde. Il y a peut-être des questions des auditeurs ou des réactions à ma gauche, et si vous souhaitez, l'un de vous trois, réagir à ces questions. Sinon, on peut passer aux dernières recommandations. C'est si vous avez envie, c'est pas obligatoire. Si vous avez envie, Benoît Elbode, vous avez tout à fait le droit. Allumez votre micro, on vous écoute. Pas grand-chose. D'abord, j'avais oublié de le faire tout à l'heure. Remercier, c'est vrai, l'URPS, non seulement pour m'avoir invité, mais déjà pour créer ce débat. Enfin, même si on n'est pas toujours d'accord et qu'on a des débats très francs, et c'est plutôt bien, je trouve qu'il y a une dynamique dans cette URPS pour parler de ces questions, et c'est très bien parce que ça fait avancer les choses. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce dynamisme, ces initiatives, et l'ARS sera toujours présent pour participer avec vous, même si des fois on débat et qu'on n'est pas d'accord, c'est normal. Sur la prévention, très vite, pour rebondir sur la prévention, sur ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que oui, il faut faire de la prévention, mais il faut bien positionner le médecin.
Encore une fois, il faut que le médecin coordonne un programme de prévention avec d'autres professionnels. C'est pas un médecin à passer du temps pour expliquer, là, on peut faire du sport ici adapté, on peut faire ceci, on peut faire cela. Le médecin, dans la prévention, il doit utiliser ses compétences médicales, et notamment, pour le coup, le médecin généraliste est un vrai second recours, c'est-à-dire à un moment utiliser le poids de la parole médicale pour essayer de modifier des comportements que d'autres professionnels avant n'auront pas réussi à modifier chez un patient. Parce que le médecin a vis-à-vis de son patient une certaine posture, un certain poids dans sa façon d'expliquer les choses. Donc encore une fois, si on veut bien payer les médecins, qui moi est ma priorité, il faut que s'ils fassent de la prévention, ils mobilisent des compétences médicales utiles dans la prévention et que ce soit organisé avec les autres, notamment avec les infirmières, avec les APA, avec les diététiciens et avec d'autres types de professionnels qu'il faut peut-être inventer et vous donner la capacité de coordonner et de travailler avec eux sur ces aspects de prévention. Il y avait une réponse sur ce sujet à ma Juste droite. une réponse rapide, c'est exactement ce qui est prévu dans MedPrev, puisque le médecin est juste le chef d'orchestre, celui qui peut, il peut aussi déléguer la consultation de débriefing une fois que le patient a passé tous les tests, mais après, c'est aussi la force de l'outil, c'est de lui apporter toutes ces solutions d'orientation et qu'il les trouve facilement, alors qu'il ne les connaît mal ou pas, sur tous les domaines du territoire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais aussi quand il n'y a pas dans le territoire du e-coaching ou des applications qui vont rentrer directement dans l'espace patient, de manière à ce que, justement, le patient soit guidé et surtout suivi tout au long du contrat qu'il a passé en gros avec le médecin pour changer ou essayer de modifier ses comportements. François Janson, vous voulez dire quelque chose et après votre réponse. J'entends bien, mais comme tout le monde avait dit beaucoup de bien de MedPrev, je me suis dit que si je disais aussi du bien de MedPrev, ça ferait peut-être trop. C'est pour ça. François Janson. C'est-à-dire que là, pour moi, on parle de prévention, on parle surtout de dépistage ou de prévention. On est quasiment dans la prévention secondaire. Je pense que là où les médecins doivent avoir un rôle très important, c'est dans la coopération avec les collectivités. Parce que quand même, la première prévention, il me semble, quand on voit l'état de santé des jeunes, quand on voit l'âge auquel se déclenchent des diabètes, des hypertensions, etc., c'est que les jeunes, ils restent assis et ils mangent n'importe quoi. Et que qui peut faire en sorte que la ville soit aménagée, que le quotidien des gens soit aménagé pour qu'ils mangent correctement et surtout pour qu'ils fassent de l'activité physique, c'est les collectivités. Et là, je pense que vraiment, il y a une place essentielle. Alors, plaider pour la région, mais pour les départements, et on voit bien qu'il y a le travail pour les villes, pour les villages. Et là, je pense que le rôle du médecin, pour le coup, il est plus individuel, il est vraiment dans son pouvoir d'influence auprès des populations pour amener les collectivités à organiser leur territoire de façon préventive. Il y a plusieurs choses. Moi, je voyais l'autre jour la maire de Poitiers, elle me dit, les rues où il y a des écoles, maintenant, les voitures ne peuvent plus y rentrer, comme ça, les gens marchent pour aller jusqu'à l'école. Bon, je lui ai dit ensuite, il faut y mettre des bancs pour que les personnes âgées puissent aller chercher leurs petits-enfants en s'asseyant au milieu. Mais je pense que cette question de l'aménagement des villes et du partenariat avec les collectivités, il faut que les collectivités se rendent compte qu'elles ont une responsabilité essentielle dans cette question de la prévention primaire. Ce sera en lien avec l'éducation aussi. David Gruson, vous vouliez réagir sur ce sujet ? Je vois votre petite main jaune. Oui, merci. Simplement pour dire que effectivement, dans cette étude, un des autres enseignements, c'est la très grande maturité des médecins libéraux vis-à-vis du numérique, et notamment le fait qu'ils sont capables de percevoir l'importance du numérique comme adjuvant précisément à ces politiques de prévention. Là, les résultats de ce point de vue-là de l'étude et des sessions assez approfondi qu'on a eu d'échanges sur ces sujets montre un grand niveau de maturité sur ces points. Et j'ajoute un autre élément dans les recommandations plus spécifiques sur le numérique, sur l'IA. Il y a l'insertion de cette notion de garantie humaine de l'IA, sur laquelle on travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant, qui entre dans le droit au niveau national et au niveau européen. Et là, l'URPS Nouvelle-Aquitaine est la première à se positionner comme tiers de confiance en mobilisant ces professionnels pour pouvoir amener un développement responsable de ces solutions d'IA. Il y avait déjà des collèges de garantie humaine, comme le recommande le Comité national d'éthique, par type de solution, par spécialité. Et là, on a une dimension de collège de garantie humaine territoriale, régionale, et c'est une première nationale, et il faut évidemment le souligner et l'encourager.
Très bien, l'éthique n'est pas oubliée. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe sur le troisième axe parce qu'il est déjà 9h20. Allez-y, vous aviez quelque chose à dire. Il y a quelques questions et réactions, mais on les garde pour la fin, juste pour dire voilà, aux auditeurs qu'on les oublie pas. Ça réagit beaucoup sur le sport santé et son financement, sur les délégations de tâches, que ce soit sur le soin ou sur la prévention, mais je garde mes questions pour tout à l'heure. Très bien. Alors, dernier axe, c'est donc la gouvernance, beaucoup moins sans doute directive, centralisatrice, pardon. On doit laisser la main au territoire. Là, on va sans doute entrer vers votre travail à la région. Qu'est-ce que vous entendez par là, Benoît Fégé? Mais à la fois, alors, comme l'a dit tout à l'heure Benoît Elbod, la réforme de notre système est nécessaire, puisqu'on a un système qui est à la fois extrêmement rigide et mal piloté, avec une myriade d'acteurs et des réformes qui sont faites en silo. La dernière, c'est le Ségur de la santé, qui n'a rien résolu finalement pour l'hôpital et qui a frustré la ville, entre guillemets. Donc, notre nouveau ministre a l'intention de travailler vers une réforme plus globale de l'ensemble du système, parce qu'on ne pourra pas changer par silo. Il faut changer globalement et mieux coordonner, que chacun fasse sa part de responsabilité dans le système de santé. Alors, on va passer aussi d'une gouvernance jacobine, ultra centralisée, à une gouvernance plus régionale, plus territoriale. Et pour nous, l'État, il a toujours sa place. Il a un rôle fondamental. C'est lui qui donne les règles du jeu, qui régule, qui donne les grandes orientations, les priorités, la feuille de route. Et on voit qu'on a un échec fonctionnel. C'est qu'on a une loi de finances annuelle qui ne correspond pas du tout aux besoins. Il faut avoir une loi de programmation avec des financements, une loi qui soit sur une échéance de 5 ans, qui donne une visibilité aux professionnels de santé. Parce qu'une loi de santé qui change tous les ans ne permet pas de faire ces révolutions, entre guillemets, d'évolution de nos organisations. Et l'État a un rôle dans l'élaboration des référentiels, des garde-fous qui vont permettre aussi d'évaluer les innovations locales. Donc c'est l'État qui donne les règles du jeu, mais ce n'est pas l'État qui joue. L'État laisse libre les acteurs des territoires pour constituer ces organisations. Donc c'est ça que l'on met en avant. En fait, vous remettez en cause, donc on passe du national au régional, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, on dit l'ONDAM, c'est ça, et vous êtes favorable à l'ORDAM, objectif régionalisé. Alors non. Non, on est favorable. On est favorable à l'ONDAM parce que l'ONDAM, ça permet de garantir auprès de tous les citoyens l'équité dans le remboursement des soins, quels que soient les territoires. Mais on doit bâtir un ONDAM qui permette de donner des moyens et des priorités et une marge de manœuvre au territoire. On ne peut plus déterminer de façon centrale les objectifs de santé des différentes activités, l'organisation, les autorisations d'équipement, la fermeture des lits. Tout ça doit être favorisé par un dialogue qui répond aux besoins des territoires, avec, bien sûr, il y a des arbitrages et des enveloppes qui sont données au niveau national, mais qui est une marge de manœuvre dans les régions. Et c'est là où il faut intervenir avec un partenariat plus fort entre l'ARS, le conseil régional de politique, le conseil régional de l'ordre, les URPS, les établissements privés, les établissements publics, et que ce soit un vrai partenariat, une gestion un peu à l'allemande, entre guillemets, des besoins de soins et de l'organisation des soins en fonction des besoins de soins des territoires. Et pour ça, il faut de la marge de manœuvre. Alors, ce n'est pas un ORDAM, c'est une marge de manœuvre dans les régions, mais qui va permettre aussi d'ajuster s'il y a besoin des compléments d'honoraires ou des compléments de financement pour tel territoire, ce sera à la main des territoires, mais ça ne change rien pour le patient. Le patient, lui, il a les remboursements, quel que soit le territoire, quelle que soit la région où il est, qui sont garantis par l'État. Donc c'est la question de la gouvernance territorialisée. Du coup, qu'est-ce que vous préconisez exactement comme mesure? Comment ça se passe pour la réforme? Je crois que là, ça a été décrié pendant le Covid, la place des ARS. Les ARS, elles ont toutes leur place
il faut peut-être leur donner des missions qui soient différentes et plus de moyens. Hein. Et on a aussi un problème, c'est que d'un côté, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie, mais il n'y a plus de caisse régionale d'assurance maladie. Donc, les politiques de santé dans les territoires ne sont pas possibles, puisque en fait, l'ARS n'a plus d'interlocuteur, entre guillemets, avec le financeur, puisqu'il n'y a plus d'échelon régional de l'assurance maladie. Donc, il faut réintroduire un échelon régional de l'assurance maladie et associer une gestion paritaire avec les acteurs de santé des territoires et les consommateurs, c'est-à-dire les besoins sont affirmés par les collectivités territoriales. À la fois, il faut 2 étages, il y a un étage régional, mais aussi un étage de proximité qui est le département. Hein, on ne l'a pas perdu. Hein, la réforme de l'État sur l'organisation n'a pas supprimé les départements, et avec raison, parce que ça donne une approche territoriale de proximité et qui permet aussi de répondre aux besoins plus fins que l'on peut voir à la région. Mais la région, elle va arbitrer, parce qu'on a développé des grandes régions, c'est aussi pour arbitrer ces politiques territoriales. Et donc on a besoin de ces 2 échelons et de moyens pour que ces échelons aient une certaine liberté d'action et les moyens financiers, mais c'est aussi les moyens humains derrière. Parce que si on rend responsable l'ensemble des acteurs, eh ben ils prennent en charge les problèmes. Sinon, tout le monde se repose sur un État et rien n'avance. Et du coup, pour compléter, Emmanuel, ce changement de gouvernance, il peut améliorer les situations qu'on a vues de crise dans les hôpitaux, l'implantation des professionnels ou l'accès à un médecin traitant. Ça peut jouer sur ça. L'idée de donner une gouvernance qui peut piloter à partir des initiatives du territoire, à partir de cela, vous laissez l'initiative, l'innovation au plus près du terrain et vous responsabilisez les acteurs des territoires. C'est ça qui déjà est important. On l'a vu pendant la crise du Covid, mais voilà, bien sûr, tout ça dans un cadre budgétaire contraint. Vous évoquez l'hôpital. Aujourd'hui, il est épuisé. On pense qu'il faut quand même repositionner les établissements sur leurs activités d'hospitalisation, de plateau technique, d'expertise de 3e niveau et arrêter de faire l'hôpital hors les murs sur tout un tas d'actions de consultation, de prévention, d'éducation thérapeutique, etc., de prise en charge ambulatoire. Voilà, pour concentrer ses forces et capitaliser. On avait l'autre jour une très belle expérience, on y a assisté, monsieur le directeur général, ensemble de retour d'expérience à l'hôpital de La Rochelle sur le bed management, c'est-à-dire la gestion, la capacité justement à trouver des lits aval en sortie des urgences ou suite à une demande de la ville pour des patients avec une très grande flexibilité. Donc là aussi, il y a ces logiques d'innovation qui peuvent être exemplaires et qui sortent une fois de plus des territoires par eux-mêmes, des acteurs de terrain. Côté libéral, c'est pareil, on l'a dit, il doit y avoir un accompagnement du changement. Ça a été évoqué pour aller vers cette logique pluriprofessionnelle, vers ces plateaux techniques attractifs pour les jeunes médecins, pour modifier les pratiques. Mais là encore, on est convaincu que ça ne se fait pas par... on est dans une conduite du changement. La conduite du changement, ça ne se fait pas avec la carotte et le bâton. La conduite du changement, ça se fait par l'envie et la responsabilisation. Donc, donnons envie aux professionnels et donnons-leur une logique de boîte à outils qui permet localement de construire en collégialité avec l'ensemble, une fois de plus, des structures, qu'elles soient de ville, hospitalières, médico-sociales, collectivités territoriales, les citoyens, des solutions adaptées à leur territoire. Donc, pour finir rapidement, pour réussir ce fameux virage ambulatoire qui est quand même tellement évoqué depuis 15 ans, mais qu'on voit difficilement, les libéraux aujourd'hui disposent d'un nouvel outil, ce sont les CPTS. On n'en a pas encore parlé ce soir. Voilà, donc c'est une vraie opportunité. Maintenant, là encore, ce qu'on remarque et ce qui nous remonte du terrain, c'est la nécessité d'en assouplir le cadre. Donner de la latitude dans des missions. Ce qui doit guider ces nouvelles organisations, une fois de plus, qui doivent partir du terrain, ce ne sont pas des indicateurs qui sont définis dans des bureaux du ministère, mais c'est ceux qui répondent aux besoins populationnels et aux problèmes que rencontrent
les professionnels. C'est-à-dire qu'il faut partir des difficultés qui sont rencontrées et à partir de là, ça va donner envie de construire des dispositifs en collégialité. Donc pour ça, l'Observatoire régional de santé, aujourd'hui, pourrait être vraiment renforcé pour véritablement aider au diagnostic, parce que ça part vraiment de ces logiques de diagnostic de territoire. Et puis, il faut doter les moyens, donner les moyens à ces CPTS. Aujourd'hui, grosso modo, dans le cadre actuel, une CPTS, elle a quoi? Entre 2 et 5 euros par patient par an pour fonctionner. Je veux dire, on ne va pas non plus très loin là-dedans, alors qu'il leur faut des compétences de pilotage de projet, d'accompagnement du changement, demain certainement de data management et de statistiques pour pouvoir justement mener leur mission. Pourquoi? Parce que l'objectif cible, c'est que ces CPTS, elles assurent justement une fonction de pilotage pour organiser les acteurs localement sur des missions et des projets qui sont prioritaires pour leur territoire. Donc là encore, arrêtons l'hypocrisie, on dit que les CPTS, ça n'est pas obligatoire pour les professionnels. On sait très bien que le cadre de rémunération fait qu'ils vont devoir y rentrer. Donc, disons clairement que les libéraux doivent y adhérer. Et c'est l'occasion de participer justement à des instances qui sont associatives, donc démocratiques, favorisant cette coopération et donnant-leur, une fois de plus, des fonds pour qu'ils puissent lancer des projets, mais aussi lancer des appels à projets vers les effecteurs de leur territoire, parce qu'ils seront dans ces cas-là, dans cette logique de dynamique et reconnue en tant que telle. On sent que vous y tenez. Alors, on a été rejoint par Antoine Leveneur, qui est donc le président de la Conférence nationale des URPS médecins libéraux. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez été membre justement de la mission Braun qui a rendu ses conclusions là vendredi dernier, dont on a parlé ce matin encore dans les journaux, puisque le ministre en a dit un mot. Quel a été le rôle de l'URPS du coup dans cette mission, excusez-moi, est-ce que vous en êtes content? Écoutez, bonsoir d'abord à tous et merci à Benoît de m'avoir convié parmi nous. Cette mission, c'était pas mal. On était 4 médecins déjà, 4 professionnels. François Braun pour SAMU de France, Karim Tamazour pour les urgentistes, le collège des urgentistes. Il y avait une médecin généraliste d'Île-de-France, j'allais dire lambda, et c'était bien aussi. Et puis, il y avait moi, au titre de la Conférence nationale des unions, en effet, comme vous l'avez dit. Et c'était donc équilibré, on était 2 et 2, et on a pas mal bossé, j'ai l'impression. Je trouve que Vous avez été écouté? J'ai l'impression qu'on a été écouté, on va bien voir. Il y a une chose quand même que tout le monde a remarqué, celui qui était le chef, on va dire, de cette mission se retrouve aujourd'hui ministre de la Santé. Et donc, il a mis en avant 41 propositions qu'il a portées, on les a finalisées. Ça n'a pas été tout le temps très simple avec nos différents partenaires que sont le cabinet santé ou la DGES ou la CNAM, peu importe, on est arrivé à ça. Et donc, tout porte à croire que ces 41 mesures vont être opérationnelles, puisque, encore une fois, le ministre de la Santé est celui qui les a portées. Je voulais, moi, revenir juste une seconde. Je n'étais pas d'accord complètement avec Benoît. Moi, il faut un ONDAM, bien évidemment. Et moi, je considère que si on avait la capacité de pouvoir disposer d'un ORDAM partiel, c'est-à-dire il y a un filet commun, l'ONDAM, 85%, par exemple, ou 80, 90, peu importe. Et puis, à côté de ça, les régions disposent d'un ORDAM à hauteur de 10, 15, 20%. Et ça donne des marges de manœuvre évidentes, à notre avis. Par ailleurs, je pense que il y a un moment où il faudra sans doute réfléchir à est-ce qu'on réunit les agences régionales de santé et la gestion du risque en région. Ça, c'est un vrai sujet, à mon avis, pour porter des projets, puisqu'on voit bien que dans le fonctionnement et dans la rémunération des professionnels, ça peut être antinomique finalement d'une certaine façon entre ces deux instances-là dans les régions. Au total, moi, ce que j'ai compris de cette mission quand même, c'est qu'il y avait aujourd'hui la prise de conscience de la part de l'exécutif qu'il fallait qu'effectivement, ça parte des territoires, ça parte du terrain. Du reste, le président Macron l'a dit dans son discours à Cherbourg. Et moi, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un comme un président de la République dire plus de mesures qui descendent, qui partent du national et qui s'appliquent au terrain. Alors, c'était peut-être une phrase comme ça pour faire bien. J'aurais-il que j'ai senti tout au long de cette mission que c'était ça qui imprégnait un petit peu les travaux qui ont été les nôtres.
Et donc, de partir du constat que ça part du terrain, sinon ça ne marchera pas, eh bien, c'était déjà sans aucun doute quelque chose à relever. L'autre chose, c'est que si on dit ça, ça veut dire que ça renvoie aux médecins libéraux en l'occurrence, mais à tous les professionnels de santé de toute façon, une sacrée responsabilité. En gros, on nous refile la patate chaude et à nous de jouer. Alors c'est très bien, mais en même temps, ça oblige. Et donc, il va falloir que les professionnels de santé en général prennent conscience de ça, à eux de faire, à eux de construire. Et je pense qu'on a tout un boulot culturel, à mon avis, d'entraînement de ce point de vue-là à faire encore aujourd'hui. Voilà, en gros, moi, ce que je retiens, peut-être encore à dire que peut-être que c'est une période intéressante quand même, puisque j'ai constaté partout, puisqu'on s'est promené, on était à Bordeaux, comme vous le savez sans doute, que le monde libéral et le monde hospitalier, face à cette crise et ce constat partagé, se réunissaient sur les territoires pour travailler ensemble. Et ça me paraît foutument intéressant pour la suite. Il va falloir cultiver ce constat-là, cette volonté-là. Dernière chose encore à dire, j'ai dit que ça a responsabilisé les professionnels, sans doute, l'attitude des pouvoirs publics et de l'exécutif aujourd'hui. Maintenant, le challenge, ça va être de démontrer aux professionnels qu'ils vont être gagnants s'ils s'engagent dans des restructurations territoriales, dans des restructurations de l'offre de soins, en cassant un peu tous les schémas qu'on connaissait jusqu'alors. Parce qu'un professionnel de santé, s'il n'est pas convaincu qu'il va être gagnant pour faire quelque chose, il ne va pas le faire. Donc, notre boulot à nous, instance professionnelle, c'est de démontrer qu'en faisant une CPTS, par exemple, il va être gagnant. On a du boulot à faire quand même. En tout cas, sur l'avant-dernier point, vous étiez bon, puisque la confrontation, on l'a ce soir. Donc, on voit qu'il y a de la discussion. Merci beaucoup. On n'a pas encore entendu le docteur Lacher-Fougère, qui est le président de la commission exercice libéral de l'URPS pour la Nouvelle-Aquitaine. Vous vouliez nous parler de la formation universitaire qui joue en faveur de l'activité des territoires. Quelles sont donc les propositions, les vôtres et celles de l'URPS pour ce domaine? Merci. Alors, il nous semble important que les facultés de médecine travaillent la construction de leur programme en collaboration avec l'ensemble des praticiens et donc avec les médecins libéraux, qui représentent quand même à peu près la moitié des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs compétences sont aujourd'hui encore absentes dans la formation des médecins. Un étudiant en médecine, alors sur le plan médical, il apprend très très bien, il est très très bien formé. Mais alors par contre, sur les à côté de la médecine, là, il manque beaucoup de choses. Il faudrait d'abord une formation sur l'organisation du système de santé, ça manque. Sur les modalités de coopération entre professionnels. Dans leur parcours, les étudiants connaissent bien l'hôpital, mais quasiment pas la ville. Comment voulez-vous rendre effectif le lien ville-hôpital et la coopération interprofessionnelle s'ils ne sont jamais confrontés à cette situation pour l'apprendre? Ensuite, il faut également développer chez les étudiants en médecine les compétences de management, que ce soit dans les services hospitaliers ou dans les cabinets médicaux. On a besoin de savoir manager du personnel, des salariés, des gens. Les compétences de pilotage de projet et de négociation et d'utilisation du numérique, comme disait tout à l'heure Madame Janson. Enfin, il est intéressant de voir que 2/3 des jeunes diplômés souhaitent s'installer en libéral, mais que finalement, au bout du compte, au bout de 5 ans qui suivent leur diplôme, ils ne sont que 20% à avoir franchi le pas. Pourquoi? Essentiellement par peur de l'installation. Ils sont inquiets parce qu'ils sont en méconnaissance totale de ce genre d'exercice. Ils n'ont pas été formés pour ça. Donc il faut les former à la gestion financière, à la formation, à la gestion administrative, à l'organisation d'une entreprise de santé. Ça ne peut que favoriser l'installation en proximité des patients, et notamment chez les spécialistes. Les généralistes, ils sont formés, ils ont envie d'aller dans... Enfin, ils ont envie d'aller au libéral, ils ont peu d'avenir dans le salariat. Mais les spécialistes, c'est la facilité pour eux de rester à l'hôpital. Ensuite, en termes de gouvernance, toujours, l'université doit élargir les possibilités de stage pour les externes, les internes et les nouveaux docteurs juniors. Il est impératif qu'à chaque stade de leurs études, les étudiants découvrent toutes les facettes de l'exercice et qu'ils aient obligatoirement des stages en libéral pour se confronter à ce type d'exercice, quelle que soit leur spécialité. Il faut avoir conscience que l'effet pervers du système actuel chez les spécialistes, c'est aussi de former des surspécialistes. Et donc cette formation est souvent pas très adaptée à la pratique qu'ils vont rencontrer en libéral. Et donc la situation actuelle d'enseignement ne concourt pas à lutter contre les déserts médicaux et ce qu'on appelle la déprise médicale dans certains territoires. Donc tout ça, c'est à revoir.
Et enfin, la répartition des stages doit se faire de manière concertée et équilibrée entre l'hôpital, que ce soit les CHU et les autres établissements hospitaliers, et puis la ville. Et tout ça pour favoriser les territoires qui en ont le plus besoin. Alors, bien sûr, les stages ne sont pas faits pour faire tourner l'hôpital qui manque de postes, mais pour former les étudiants à toutes les facettes de la médecine et à tous ces modes d'exercice. Et souvent, du coup, à leur donner envie de rester dans le territoire où ils ont effectué leur stage, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en libéral. Très bien, merci beaucoup. Alors, on reviendra vers vous ensuite. On va simplement prendre une réaction de David Gruson. Je ne sais pas si c'est sur la partie universitaire ou ce qui a été vu avant. David, vous vouliez dire quelque chose? Vous levez la main? Et en fait, c'est Frédéric Bizarre qui utilise un compte intervenant. Ah, alors c'est parce que c'est écrit sur mon écran que c'est vous. Alors, Monsieur Bizarre, vous vouliez intervenir? Je lui ai renvoyé mon lien, en fait. Non, mais Ah, c'est pour ça. Alors, nous avons Monsieur Bizarre avec le prénom Monsieur David Gruson. Mais je vous reconnais, vous étiez là au premier webinaire. Comment ça se fait? Vous étiez au premier webinaire avec vous et on nous a dit que c'était plus facile d'intervenir quand on était sur place qu'en visioconférence. Je me rends compte que c'est bien le cas. Vous vouliez avoir une réaction sur le point qu'on vient de voir, l'universitaire ou d'avant? Je ne sais pas si on devait intervenir, mais en tout cas, je veux remercier Benoît Fégé de ce travail parce qu'il est extrêmement important et il montre un virage chez les médecins qui est une prise de conscience qui doivent participer à la refonte. Ce n'est pas simplement à la survie, mais à la refonte du système. Et tout ce qui est dit, tout ce qui est proposé ce soir, je ne vais pas dire le contraire, puisque j'ai eu le plaisir avec David, François et l'équipe URPS d'y participer. Tout ça va dans le bon sens. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, juste pourquoi est-ce que notre système est dans un tel désastre? Et je n'utilise pas un superlatif, c'est un vrai désastre. C'est un lent déclin qui se continue par un désastre et qui va finir par une crise sociale. D'accord? Tout ça, quand on disait ça il y a 10 ans, ça va, les 10 heures de bonne aventure. Mais tout ça a une parfaite logique. Il y a deux raisons. La première, c'est le changement de l'environnement, qui est radical. On a un système fondé en 1945, puis un hôpital en 1958, qui a été conçu pour un monde, et de façon extraordinairement bien conçue, pour un monde qui a radicalement changé. Donc, notre modèle est totalement inadapté au vieillissement de la population et aux pathologies chroniques. Et donc, tant qu'on ne le restructurera pas, ce modèle s'effondrera. Une grande partie de la raison pour laquelle il s'effondre, c'est cette horde de patients chroniques qui arrivent à l'hôpital et qui n'a rien à faire à l'hôpital. On le sait, mais c'est bien parce que le système était fait pour attendre que les gens soient malades et les traiter avant tout à l'hôpital. D'accord? Donc oui, c'est la prévention et par défaut le soin. Donc c'est un changement stratégique comme pour tous les risques sociaux. Deuxième raison, c'est le virage étatique. Et là, on a eu, et je ne veux pas jeter la pierre, je ne sais pas s'il est encore là, directeur général, mais il a dit quelque chose qui exprime la pensée de la technostructure de façon très fidèle. Ce qui me surprend et c'est encore la pureté de cette pensée-là. Il a dit « La liberté est une contrainte et on ne peut pas laisser les médecins travailler comme ils veulent. » Voilà pourquoi il y a eu les ordonnances Juppé et l'État s'est dit « Si on a un manque de maîtrise des dépenses, il faut que l'État reprenne la main et réadministre le système. » D'accord ? Et donc, c'est ce virage étatique. Ça aurait pu marcher. Je n'ai jamais cru, personnellement. Je n'étais pas en France à ce moment-là, mais je n'ai jamais cru pour tout un tas de raisons. Mais pourquoi pas? Laissons la chance au produit. Mais de la même façon qu'on a mis 15 ans pour s'apercevoir que de réduire l'offre, ça ne réglait rien et ça ne causait que des problèmes, on mettra 15 ans pour comprendre que l'État omnipotent est un État impuissant. L'État est fort là où il doit être faible et il est faible là où il doit être fort. D'où cette remarquable proposition de l'URPS qui est de dire donnons un dispositif, comme on le dit en économie, pour que l'État puisse voir loin, loi d'orientation et de programmation sanitaire. J'ai entendu avec le discours de la Première ministre qu'on en fait dans l'agriculture, on en fait dans l'écologie. Enfin, faisons-le. Donc, ça, c'est un vrai progrès. Faisons-le dans la santé. C'est absolument indispensable. Ça a été très bien dit par Benoît. On a démembré cette assurance maladie. L'assurance maladie est une espèce de canard sans tête aujourd'hui. Qui peut dire le rôle de l'assurance maladie aujourd'hui?
fonction centrale du ministère, je ne sais rien, mais il n'y a plus. Or, c'est ennuyeux, parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas qu'un dispositif de financement, c'est le cœur de la démocratie sanitaire. D'accord? Bon, donc, on ne veut plus de démocratie sanitaire, il n'y en a plus. Bon. Mais il faut réinventer ça, la place de l'État, la place de l'assurance maladie, la place des collectivités territoriales, dans un monde où c'est la santé publique qui est la base, c'est-à-dire la santé avec une approche populationnelle et préventive. Forcément, les collectivités territoriales deviennent des acteurs essentiels. Vous voyez, ce n'est pas parce que ça fait bien comme la prévention, parce qu'on a l'impression de dire... Dernier point, parce qu'il ne faut pas être trop long, je crois que c'est vous qui l'avez dit, mais vous avez dû reprendre une phrase. Vous avez dit, ah oui, mais la prévention, ça coûte cher. Vous voyez pourquoi on ne la fait pas, la prévention? C'est parce qu'on a du mal à comprendre qu'en fait, c'est un modèle économique, la prévention. Vous savez, c'est un peu comme dans l'électricité, l'écologie. Quelle est la meilleure façon d'économiser, de faire de l'efficience, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir des gains financiers tout en améliorant l'efficacité du système? C'est en permettant aux gens de les maintenir en bonne santé plus longtemps. Vous voyez? Mais ça, il faut investir avant. Mais je vous prends un exemple. Vous savez quel est le coût du tabac, de l'alcool et des drogues? 210 milliards d'euros. 210 milliards d'euros. Nos actions par rapport à ces drogues-là, c'est une petite dizaine de milliards et ça coûte au système une trentaine de milliards d'euros. Donc, vous imaginez que si on investissait quelques milliards d'euros pour juste maîtriser et revenir, on va dire, si on prend le tabac où on est à 27% de fumeurs contre 15% pour tous les pays développés, vous voyez les économies qu'on ferait. Donc, surtout, il faut changer. Et c'est pour ça que c'est important ce soir, et ce qui est fait, c'est que vous savez, les changements, ça passe par des changements de mindset, comme disaient les Anglais, de conscience. Il faut faire évoluer les consciences. Il faut faire une prise de conscience et les faire évoluer. Et là, je crois que là, on est vraiment sur le bon chemin. Merci Frédéric Bizard, merci de votre intervention. Je pense qu'il y a une réponse peut-être du côté des collectivités. Monsieur Elbaud ou quelqu'un à ma gauche? Oui, vous voulez dire quelque chose? Et après, on passe aux questions, Emmanuel, s'il y en a pour... c'est à vous. Donc, en effet, c'est vrai, l'État dira toujours que la société... En République démocratique, celui qui gouverne, c'est le peuple. Et pour ça, il utilise un État et des collectivités qui, par l'élection, représentent le peuple pour fixer des règles qui s'appliquent à tout le monde dans la société. Et donc, personne n'est complètement libre dans la société, puisque tout le monde est soumis dans sa vie de tous les jours à des règles qui sont fixées par la société, qui, dans une démocratie, dans une monarchie, c'est autre chose, dans une anarchie, c'est autre chose, mais en démocratie, c'est l'État qui représente le peuple et les collectivités qui représentent le peuple qui fixent les règles qui s'appliquent et qui limitent un certain nombre de libertés. Donc c'est tout à fait normal que n'importe quelle personne de l'État transmette ça, puisque sinon on arrête l'État et donc on arrête la démocratie, on arrête la République, puis on est en anarchie ou autre chose. Sur le problème des territoires aujourd'hui, moi je voudrais vraiment centrer mon propos sur un problème très particulier et sur lequel je n'ai pas vu de réponse dans ce que vous dites. C'est le problème, aujourd'hui, il existe des territoires qui, par nature, sont moins attractifs que d'autres. C'est-à-dire, pour des raisons de la densité de population est moins grande, donc moins d'activités culturelles, moins d'emplois pour le conjoint, moins près de la mer, moins de tout ça, font qu'ils sont moins attractifs, ces territoires. Ils sont moins attractifs pour les médecins, mais pour tout un tas d'autres professions. Ce n'est pas spécifique à la médecine. C'est juste que quand on est jeune, que c'est plus comme avant où le médecin, c'était un homme avec sa femme qui était son assistante. C'est plus comme ça. Maintenant, les deux travaillent, les deux sont cadres. Et donc, tout le monde a besoin d'un emploi de cadre supérieur. Et que les emplois de cadre supérieur ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire. Et c'est le premier frein, c'est l'emploi du conjoint. Donc, il y a des territoires qui sont moins attractifs. Ça veut dire qu'il n'y a que deux moyens de compenser le fait que des territoires soient moins attractifs. Il n'y en a pas 1 milliard, il n'y en a que 2. La rémunération. Soit, non, pas que la rémunération, soit l'obligation. C'est-à-dire, on interdit de s'installer là où il y a trop de médecins pour qu'ils s'installent là où il n'y en a pas. Alors, il y aurait un autre moyen que l'interdiction. C'est une méthode de financement de la médecine qui ne permette pas aux médecins
quel que soit le nombre qui sont, de se rajouter toujours plus et de garder une rémunération acceptable. C'est par exemple un paiement au panier de soins et puis à l'acte, c'est-à-dire on vous paye en fonction de votre population. Moi, j'ai certains endroits de la région où j'ai un médecin pour 500 habitants, d'autres un médecin pour 2000. Je peux vous rajouter, là où il y en a un pour 500, ils arrivent à gagner autant d'argent à l'acte que là où il y en a un pour 2000. Ils les voient plus souvent, ils s'arrangent, ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, soit il y a un modèle économique, la première solution, c'est un peu la contrainte, soit il y a un modèle économique qui fait que si on va s'installer là où il y en a trop, on ne peut pas avoir les rémunérations de là où on va s'installer, là où il y a des patients. La deuxième solution, donc obligation ou contrainte financière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez vous installer encore à Biarritz, vous gagnerez de l'argent. Alors qu'il y a des médecins, il y en a à pléthore. Deuxième option, c'est de rendre l'exercice dans ces territoires plus attractif. Et l'exercice plus attractif, c'est certes des questions financières, mais pas que. Et aujourd'hui, tous les dispositifs d'attractivité hors financement, CPTS, MSP, etc., compagnonnage, sont ouverts partout. Ils ne sont pas réservés à ces zones. Donc, vous ne faites pas la différence. Vous ferez les meilleurs CPTS du monde. Elles seront à Biarritz, à Bayonne, à Arcachon et à Bordeaux. Donc un jeune, il dira, dans ces territoires-là, j'ai la CPTS, j'ai la MSP, j'ai l'opéra, j'ai l'université pour les enfants, j'ai la mer pas loin, j'ai les belles maisons, j'ai tout ça. Tandis que si je vais en Creuse, j'aurai beau avoir la CPTS et la MSP, ce ne sera pas un facteur différenciant. J'aurai tous ces facteurs qui ne seront pas là. Donc moi, qui suis et qui me bats depuis très longtemps contre la fin de la liberté d'installation. Je suis viscéralement attaché à la liberté d'installation parce que je pense que mettre fin à la liberté d'installation, ça pose d'autres problèmes qui font que ça ne résolvera rien. Donc je suis intimement convaincu qu'il faut travailler sur l'attractivité de ces territoires et ce que je ne vois pas dans les propositions, c'est des mesures d'attractivité, d'exercice réservées à ces zones, pas partout. Comment on se dit que si on veut financer du numérique parce que c'est attractif, on ne le finance que là. Si on doit financer des assistants médicaux, des infirmières qui travaillent en équipe, on ne le finance que là. Si on doit financer le fait de pouvoir faire de la recherche, on ne le finance que là. C'est-à-dire, il y a un moment, si on ne réfléchit pas, parce que d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le financer à Bayonne, à Arcachon ou à Bordeaux, ça se passe très bien. Les patients ne me disent pas qu'ils ont un problème de médecine générale. Ils me disent qu'ils ont un problème de médecine générale en Dordogne, dans les coins, en Creuse, etc. Donc, je pense qu'à un moment, il faut faire ce choix-là, à l'URPS, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait comme mesure pour rendre plus attractifs ces territoires qui sont moins attractifs par nature, c'est pas votre faute, c'est pas de la mienne, c'est pas de la leur, c'est comme ça, et pour éviter... Parce que moi, je serai toujours contre les mesures de coercition à l'installation. En plus, je trouve que c'est injuste pour les jeunes générations. On ne voit pas pourquoi ce serait elles qui paieraient pour des erreurs du passé. Et donc, je suis complètement contre ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir de vous des propositions qui me disent voilà comment on va faire. Et là où l'assurance maladie, parce que c'est pas moi qui signe tous les 5 ans une convention médicale qui fait qu'un radiothérapeute sans dépassement d'honoraires, est payé 6 fois plus qu'un médecin généraliste. C'est pas moi qui signe ça, c'est la profession qui signe ça. C'est la profession qui signe les disparités de rémunération entre spécialités, entre nous, sans aucune explication. Le métier de médecin généraliste, c'est sûrement le métier le plus difficile. Parce qu'il faut être compétent sur tout dans un monde d'hyperspécialisation. Je ne sais pas qui l'a dit, dans un monde d'hyperspécialisation. Moi, j'ai des jeunes qui me disent « je veux faire spécialiste parce que je considère que c'est aujourd'hui impossible d'être un bon généraliste. Il faut tout connaître sur tout. » La raison de ne plus être généraliste, c'est qu'ils considèrent que quand on n'est pas hyper spécialisé, on est mauvais. Parce que pour être bon dans un domaine, il faut être hyper spécialisé. Donc le métier de médecin généraliste, c'est peut-être le plus dur et c'est le moins bien payé. Les anesthésistes sont très bien payés, ils ont les IAD, ils ont tout ça. Les radiologues, ils ont des directeurs, hein, ils ont des directeurs, des administratifs, des secrétaires. Ils ont un mode de financement signé par les représentants médicaux qui leur permettent de financer tout ça. Les médecins généralistes, non. Donc il y a un moment, et ça, c'est pas l'État, c'est l'assurance maladie avec les syndicats de médecins. Et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Depuis la signature de la CCM médico-technique et l'arrêt du travail sur la CCAM clinique. Et ça signe depuis 30 ans. Et moi, j'ai participé et je vois comment ça se passe.
Et c'est aujourd'hui ça qu'il faut tuer. Et que nous, en région, moi, je ne peux rien faire. Je peux vous garantir que si demain, les médecins généralistes qui vont s'installer dans les zones sous-dotées, s'ils avaient la rémunération d'un radiothérapeute, je pense qu'on réglerait le problème des zones sous-dotées. Merci beaucoup. On verra dans un instant. Frédéric Bizard, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais avant ça, nous avions quand même François Janson qui levait la main depuis un moment. Vous vouliez réagir? Bon, merci Benoît, parce que je pense exactement la même chose. C'est que quand on a besoin d'une profession, en général, et c'est ce qui est en train d'arriver pour les ouvriers dans l'industrie, eh ben, on les paye mieux. Bon, alors on ne doit pas avoir besoin de généralistes puisqu'on les paye pas mieux qu'avant. Bref, par contre, là où ce que tu dis, c'est du pain béni pour un conseil régional, Nouvelle-Aquitaine, c'est que tu dis, il faut que les médecins, pour aller dans les territoires, alors certes, ils peuvent être mieux payés, mais il faut qu'il y ait une attractivité dans les territoires. Ben, tu apportes de l'eau au moulin des collectivités qui disent, à un moment, donnez-nous un peu les clés du camion sur la question de l'organisation des soins. On ne veut pas tout, on ne veut pas forcément un ordre, mais qui est-ce qui s'occupe des transports? Qui est-ce qui s'occupe des écoles, des collèges, des lycées? Qui est-ce qui s'occupe de la culture? Qui est-ce qui s'occupe des entreprises? On sort, mais ce n'est pas l'ARS. On parle de silos, d'accord? Est-ce que c'est uniquement le système de santé qui est dirigé par un seul élu, donc qui n'est pas forcément élu puisqu'il est ministre de la Santé, qui peut décider de ce qui est bien sur les territoires? Et alors, je suis désolée, mais il y a plein de territoires en ce moment qui deviennent hyper attractifs. Vous savez que dans la Vienne, il y a une arrivée de professionnels et de gens qui, comme on n'a jamais vu depuis des années, le Covid, il a changé ça aussi. Donc, je pense que la question de la présence des collectivités sur ces questions d'organisation des soins. On n'a pas de prétention à savoir comment on soigne telle ou telle pathologie. Les soins, c'est l'ARS, effectivement, c'est l'État. Sur la question de comment ça s'organise. Nous, on a un système d'organisation qui est assez simple sur les territoires. On est une très grande région. On contractualise avec des territoires. Alors, ce qui est bien, c'est que les contractualisations avec les territoires, c'est pas les mêmes pour l'ARS, pour la préfecture, pour la région. Mais enfin bon, c'est pratique. Pour les CPTS, c'est pas très simple. Mais, et sur les territoires, on nous dit, ben voilà, nous, sur ce territoire-là, les maires et tout, on voudrait faire tel projet, tel projet, tel projet. On a décidé entre nous que c'était ça qui était important. Bon, comment est-ce que la région va nous aider sur ce projet-là? Et on fait le lien entre les différents territoires. Premier outil. Deuxième outil, on a un outil qui s'appelle la CTAP. Bref, régulièrement, on a l'obligation de réunir l'ensemble des représentants des mairies, des EPCI et des départements dans un truc qui s'appelle la CTAP. C'est pas très joli. Je pense que cet outil-là devrait être partagé, effectivement, avec les ARS pour qu'à un moment, la question de la santé ne soit pas à côté de toutes les autres compétences. On n'a pas toutes les compétences. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, on peut le faire qu'ensemble. On peut le faire qu'ensemble. Et il y a un exemple qui est très chouette, c'est l'exemple d'un projet qui s'appelle Présence médicale, qu'on a tous cofinancé. On en a parlé au premier, oui. Présence médicale, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis ensemble. On y a mis des moyens. Il y a des gros moyens. Mais tout le monde se met autour de la table pour trouver du boulot, du transport, de la crèche, etc., pour que ça fonctionne et qu'enfin, on travaille ensemble. Et puis, dernière chose quand même, ce que je voulais dire, c'est que c'est important à un moment qu'il y ait des élus aussi, des élus du peuple, qui s'occupent et qui soient responsables de cette question d'organisation des soins et d'accès des gens à la santé. En fait, c'est un peu facile parce que, bon, comme c'est l'État, il y a l'État, il y a une personne, il n'y a que l'État. Tout est centralisé. C'est l'État aussi. Ah ben, je suis désolée, mais à quel élu dois-tu, toi, à quel élu réfères-tu? Le président. Voilà, le président de la République. Effectivement. Mais sinon, après, c'est tout. Il est bien élu, mais il y a un moment où l'intelligence collective, avec une seule personne, ça suffit pas pour administrer tout. Il est hyper intelligent, mais je pense que ça suffit pas, et qu'il faut des responsables sur les territoires. Il faut qu'il y ait des gens à un moment qui soient élus, qui soient responsables de ça. Très bien, merci beaucoup. Philippe Dombline, vous vouliez prendre la parole? Oui, simplement parce que je ne vais pas faire la synthèse de tout ce qui vient d'être dit, mais je vais peut-être faire le lien entre ce qu'a dit Stéphane Laché-Fougère et ce que a dit Françoise Janson, parce que nous avons, lors des médecins et sur l'ancienne subdivision Aquitaine, c'était puisque nous sommes passés en nouvelle région Aquitaine avec 3 ans de retard, et nous avions travaillé sur la subdivision Aquitaine universitaire sur les 5 départements, et on a toujours essayé de travailler sur les stages et d'essayer d'organiser sur les territoires effectivement cette action. Alors, on peut quand même reconnaître pour progresser que l'arrêté du 21 décembre 2021 sur le 2e cycle va permettre aux étudiants en 4e et 5e année
d'une façon obligatoire, de faire des stages, je dirais, et potentiellement hors CHU, d'une durée largement supérieure à ce que l'arrêté de 97 permettait. Parce qu'il n'y avait que 32 à 38% des universités qui envoyaient des externes, effectivement, dans ces stages de médecine générale. Ils sont très importants, souvent en 5e année. Il était en 5e année, ce stage. Et ce stage, effectivement, permettait souvent à des jeunes de se confronter à la médecine générale. Donc ça, c'est important. Donc 4e et 5e année, puis 6e année, c'est doublé. Donc ça, je pense que ça sera un travail très très important. Il y a une autre fausse bonne idée peut-être. Est-ce que finalement, parce qu'on on a un maître de stage universitaire dans un endroit, on va s'y installer? Il faudrait peut-être évaluer. Je pense qu'il faut évaluer, savoir effectivement si dans ces territoires-là, ces jeunes vont se fixer. Au territoire. Voilà, ils vont franchement ou pas se fixer. Parce que c'est peut-être une bêtise. J'ai un conseiller régional, Pierre Goudot, de la Creuse, qui m'a dit peut-être qu'ils ne s'installent pas avec moi, mais peut-être qu'ils s'installeront à côté. C'est peut-être pas bête, mais il faudrait peut-être le regarder. On ne va pas revenir sur les maîtres de stage en spécialité libérale. On en avait déjà parlé avec Benoît il y a quelques années. On a parlé avec Benoît Fégé et puis avec Benoît Elbaud encore au mois de décembre dernier. J'ai bien compris ce que tu nous avais déjà dit depuis des années sur ces stages-là. Il y a les docteurs juniors. C'est-à-dire ce que vous disiez, c'est-à-dire aucun problème pour ouvrir des stages dans les territoires où il manque de médecins. Il y a les docteurs juniors, et les docteurs juniors s'inscrivent à l'ordre des médecins. Donc nous les voyons en passer. Donc ça, c'est aussi un levier sur lequel on peut jouer. Moi, je pense que l'université, elle n'est pas fermée à la médecine libérale. Hein. C'est très clair. Je crois que simplement, elle ne le connaît pas. C'est plus simple. Donc, c'est à nous, effectivement, d'essayer de rentrer dedans. Et on a essayé de fabriquer des outils. Alors, parfois, certains sont anecdotiques auprès des étudiants, parce que je pense qu'il faut commencer à travailler au début. Hein, ce n'est pas une fois que les individus sont formés qu'on arrive. Une fois qu'ils sont passés, je dirais, le 3e cycle, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire. Donc, quand ils viennent s'inscrire chez nous, c'est fini. Bon. Donc, je crois qu'il faut travailler au début. Et travailler au début, c'est travailler dès la 2e année. Donc, il y a la réforme du 2e cycle. Là, on vient de finir. On nous avait demandé, l'université à Bordeaux nous a demandé de faire partie du jury des euros de passage en 2e année. Ce qui n'est pas rien pour le PASS, le LAS, M1 et M2. Donc, on l'a fait sur 5 journées pleines. Et donc, vous êtes là avec un enseignant-chercheur, un professeur d'université et un ordinal. Et vous vous présentez en tant qu'ordinal. Je ne parle pas pour l'institution ordinale, là. Je dis simplement qu'à ce moment-là, d'abord, on a la capacité de pouvoir discuter effectivement la notation, mais en plus, l'étudiant qui va passer là et qui sera probablement reçu, potentiellement reçu, va éventuellement et sûrement se rappeler qu'il y a autre chose que la médecine hospitalière et universitaire. Je crois que ça commence là. Il faut absolument revenir là-dessus. Voilà. Donc, on a un local à l'intérieur de l'université à Bordeaux. C'est utile. À l'espace santé. Bon, je pense que ça, c'est aussi un endroit où on peut recevoir les étudiants et les internes pour les renseigner sur les modalités pratiques. Excusez-moi, je suis très pragmatique et très pratique. Mais s'il y en a qui nous suivent ce soir... Mais je pense qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par le pragmatisme, parce que sinon, autrement, on n'y arrivera pas. Et je pense que souvent, ils sont noyés dans la peur. Il faut être très clair, dans la peur. Je suis médecin libéral. Bon, donc je connais bien le libéral. Mais souvent, ils ont peur de toutes les procédures administratives. Alors que quand on est dans le libéral, on a vite compris que bon, mais ça tourne, ça roule, il n'y a pas d'inquiétude monstrueuse, quoi. Mais il faut les y confronter. Il y a aussi les renseigner pour les remplacements. Et puis, effectivement, sur ces territoires-là, puisque nous tournons avec les 5 départements, on a une capacité à pouvoir les informer sur certaines régions. Et là où je fais, et je termine, je fais la synthèse avec Mme Janson, c'est ce que j'avais prévu de dire, c'est qu'il y a des secteurs où quand on se met autour de la table tous, et donc les politiques et les moyens que vous avez, parce que ces étudiants, quand ils ont plutôt tendance à aller dans les mégalopoles. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a du coucher, c'est là où il y a de l'attractivité, etc. Il faut que nous ayons des moyens pour leur permettre effectivement de pouvoir se loger, se nourrir, etc. On en avait déjà parlé il y a quelques années. Donc je crois que c'est ça qu'il faut que l'on fasse pour essayer de les attirer. Puis ensuite, il faudra évaluer. C'est peut-être une fausse bonne idée.
Emmanuel Bataille, je pense qu'on a des questions. On a aussi Monsieur Bizarre qui voulait réagir. Où on en est dans les questions? Peut-être priorité à ceux qui voulaient dire des choses. Pas mal de questions, de réactions, certaines un peu vives, notamment sur ces aspects déjà de délégation de tâches. Vos propos, que ce soit pour le soin ou pour la prévention, voilà, les médecins qui peuvent observer, identifier, repérer des situations particulières, notamment dans des relations parents-enfants, des troubles psychiatriques, etc. Voilà, il faut déléguer, mais encadrer le paramédical pour repérer les situations douteuses. La délégation de tâches n'est pas forcément la vision d'ensemble. Sur la prévention, même remarque, un bac plus 10, oui, est là pour faire de la prévention. Alors, quelques réaction un peu opposée aussi, mais voilà, la plupart des auditeurs qui se sont manifestés sur le sujet en disant que difficile de déléguer, sauf une fois de plus à l'organiser. On en revient finalement pas mal à ce sujet aussi de l'organisation collective, comment la mettre en œuvre. On nous interpelle les uns et les autres, hein, ça fait partie des débats qui viennent d'avoir lieu aussi et sur lesquels on va peut-être pouvoir compléter quelques propos. Sachant que là encore, la rémunération, même si on prend déjà les assistants médicaux, n'est pas adaptée, elle est rigide, etc. Voilà. Sur la viabilité des CPTS, aujourd'hui portée par des médecins bénévoles, on voit que c'est logique de financement. Alors, ils nous demandent aussi de préciser qu'est-ce que l'ONDAM et l'ORDAM. Tous ne savent pas ce que c'est forcément. Ce sera très bien indiqué sur le site de l'URPS. Voilà. Donc, on voit, voilà, sur ces premiers éléments, je ne sais pas si... Monsieur Bizarre voulait réagir à quelque chose, et puis après, on va clore le débat, parce qu'on a dépassé le temps imparti. Monsieur Bizarre, vous vouliez dire quelque chose? Micro, on ne vous entend pas, vous avez coupé votre micro. Ce qui est très bien élevé. Parce qu'il y a un débat de fond, c'est quel système de santé on veut, quelle société est-ce qu'on veut. Ce que décrit M. Elbot, c'est le modèle britannique. D'accord? C'est un modèle étatique où l'État, en effet, est responsable de à la fois la stratégie, le financement et l'organisation du système de santé. Ce n'est pas le modèle français. Ça ne vous a pas échappé qu'en Grande-Bretagne, vous n'avez pas le choix de votre médecin, vous n'avez pas le choix de votre parcours de soins, et la médecine privée est à l'extérieur du système. D'accord? Donc, si nous continuons avec ce virage étatique, la médecine privée sortira du cœur du système. Elle existera toujours, mais elle sortira du cœur du système et vous aurez majoritairement une médecine salariée. On peut toujours dire « je promets que », mais on voit bien que de la même façon qu'il était assez facile de prévoir l'effondrement de l'hôpital public, vu ce qui a été fait depuis 15 ans, je peux vous dire qu'il est facile de prévoir l'effondrement du modèle privé très rapidement si nous ne changeons pas de gouvernance. Le modèle français, c'est un modèle qui est basé sur l'égalité des droits avec une délégation de services publics. Encore une fois, un État qui doit être visionnaire, un État qui doit être stratège, un État qui doit depuis 1995, en tout cas, définir un budget, et ensuite il délègue. Bon, donc penser l'inverse, c'est ne pas vouloir le modèle français. Mais ça, c'est une discussion démocratique. Je ne dis pas que j'ai raison. Moi, je défends un modèle à la française parce que je pense qu'il est beaucoup plus puissant. Et surtout, je pense que c'est le seul qui est in fine accepté par la population. Parce que là, on essaye à la fois d'avoir un modèle étatique tout en disant « mais ne vous inquiétez pas, ça ne change rien. Les médecins libéraux, vous inquiétez pas, ça ne change rien. Si, on voit bien que ça change tout. Et les Français, vous inquiétez pas, ça ne change rien. Si, on voit bien que ça change tout. » Parce que c'est, voilà, bon, on enseigne un peu les modèles, bon, ça sert un petit peu à quelque chose. Deuxième chose sur ORDAM, ONDAM, pas trop se fixer là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a... Les soins, il y a pas, on ne régionalise pas le financement des soins. Ce qu'on régionalise, c'est un certain nombre de budgets, notamment le budget de santé publique, parce qu'il y a des inégalités territoriales fortes et que donc il faut essayer de combler ces inégalités. Donc il y a une part du budget qui doit être régionalisée, mais attention à ne pas, parce qu'on est un petit peu souvent dans un faux débat, donc pas opposer ceux qui veulent tout. On ne va pas tout régionaliser, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Régionaliser, sauf si vous faites comme en Allemagne et en Italie, où vous avez la région qui pilote. Mais nos régions n'ont rien à voir avec les régions italiennes et allemandes. Donc, ça, c'est une question d'histoire, d'organisation politique. Voilà, je ne suis pas plus long. Très bien. Merci, Monsieur Bizarre. Il y avait une conclusion. Monsieur Elbot veut reprendre, et puis après, on arrête parce que ça va s'arrêter tout seul, sinon, la vidéoconférence. Pour répondre sur les questions qui ont été posées sur le fait, dans un système idéal,
que le médecin fasse tout, délègue pas parce que c'est important. Je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion, et là vous avez raison, il faut avoir une réflexion quand même macroéconomique. Si je vous dis la première préoccupation des Français, c'est de demander au système de santé d'être plus efficient, c'est-à-dire de faire plus avec moins. Vous allez me dire, ah bon, ça sort de où ça? Ça sort d'un truc simple. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'ils veulent continuer dans un modèle français à ne pas payer, et aujourd'hui ils ne payent pas, et qu'ils veulent aussi ne pas perdre en salaire avec des cotisations sociales qui sont plus importantes. Donc une fois que vous dites que, parce que l'ONDAM c'est un objectif national de dépenses, pourquoi on fait l'ONDAM, un objectif national de dépenses? Parce qu'il y a un constat qui est les recettes. Parce qu'il y a des dépenses quand il y a des recettes. Vous le voyez dans vos cabinets, hein, vous pouvez faire des dépenses parce que vous avez des recettes. Et donc les recettes, c'est les cotisations sociales. Et donc à un moment, soit on augmente, si on veut plus d'argent pour les médecins généralistes ou pour d'autres, il n'y a que deux façons. Soit on augmente les recettes. Alors ça, c'est la politique économique du pays. Si on réduit le chômage, si on augmente les salaires, on va avoir plus de recettes et plus de cotisations sociales. Si l'économie du pays ne va pas bien, on est, ce qui est le cas depuis plusieurs années, on est sur des recettes qui n'augmentent pas autant que ce qu'on voudrait. Donc soit on augmente les recettes, et ça peut tout régler. Voilà, donc si la politique économique du pays fait qu'on a plus de cotisations sociales, on va pouvoir donner beaucoup plus d'argent à tout le monde, sans leur demander de faire des efforts. Soit... Et c'est aussi un problème des professionnels, quand on dit la liberté aux professionnels, à chaque fois qu'on me demande plus d'argent, j'ai tendance à dire « Ok, je le prends où ?» C'est-à-dire, si j'en donne plus aux uns, je le prends à qui? Pendant longtemps, il faut avouer, peut-être vous nierez, mais les médecins libéraux ont toujours dit « Vous pourriez peut-être faire plus d'économies à l'hôpital. » J'ai souvent entendu ça. Maintenant, on le dit un peu moins, que l'hôpital coûte trop cher. On ne le dit plus. Mais pendant longtemps, ça a été ça. Ça a été, il faut prendre un peu à l'hôpital qui n'est pas efficient, ses salariés qui ne travaillent pas, qui ne bossent pas, qui ceci, qui cela. Alors que les libéraux sont plus productifs. Mais donc aujourd'hui, la vraie question, si elle est là, c'est pour ça qu'on peut après tous discuter de... Bon, bien sûr, le modèle où, il y a que où chaque Français peut voir tous les 3 semaines son médecin qui a une prise en charge globale, mais moi je vote demain pour faire ça. C'est vrai que c'est super, ça se passe à Biarritz. Mais malheureusement, on n'est pas assez de médecins et on n'a pas assez d'argent dans le système. Donc il faut aussi envisager des solutions qui soient faisables. Le monde idéal, il est parfait, mais malheureusement, quand on est en responsabilité, on est confronté à la réalité de terrain. On n'a plus de professionnels, on en a très peu des médecins. C'est pour ça que je dis qu'il faut les occuper avec ce qu'ils savent faire et leur niveau de compétence, parce qu'on n'en a pas assez. Parce que s'ils font beaucoup de choses, eh ben on va se retrouver comme aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des territoires où les gens n'ont pas de médecins traitants. Pendant que certains médecins disent qu'il faut qu'ils continuent à avoir des femmes enceintes que pourrait suivre une sage-femme, parce qu'ils suivront mieux que la sage-femme. Et je suis d'accord. Il n'y a pas photo. Ils suivront mieux que la sage-femme. Ben, pendant qu'ils font ça, il y a des gens qui n'ont pas de médecins traitants du tout. Du tout. Et donc, quand on est en responsabilité et que la population, vous avez vu les gilets jaunes, tout ça, qu'est-ce que disent les gilets jaunes? Ils disent un seul truc, donnez-nous du médecin traitant dans les territoires. On n'en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on est obligé de réagir à ça avec le contexte qui fait qu'on a eu le numerus clausus qu'on connaît, qu'on a les financements qu'on connaît. Donc, comment on fait dans ces contraintes pour résoudre ce problème? Soit on discute d'idéalisme, c'est-à-dire c'est la faute des anciens, on laisse tomber des populations, ils n'avaient qu'à pas diminuer le numerus clausus, soit vous avez qu'à doubler l'ONDAM, tant pis pour les recettes, on augmente les cotisations ou on fait du déficit que paieront nos enfants et nos petits-enfants, doublons les recettes pour mieux payer les médecins généralistes et prenons l'argent nulle part ailleurs. Mais il y a un moment, la macroéconomie du système doit faire partie de l'équation des solutions quand on veut prendre des solutions responsables. Très bien, on a bien compris votre point. On arrive au terme de l'échange. Il y a d'autres choses, Emmanuel, à dire? Juste quand même rebondir sur ce qui a été dit, réagir quand même, parce que je pense, Benoît, que vous mélangez différents éléments. Déjà, vous êtes reparti du concept de l'obligation. Il y a une étude de l'adresse de 2019 qui est très très intéressante sur l'attractivité et l'implantation dans les territoires. C'est une étude internationale sur ces pays qui ont le même système libéral et hospitalier que le nôtre. Et on voit que l'obligation ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas du tout. D'accord? Vous obligez, qu'est-ce qui se passe? Ces médecins, ils sont diplômés, ils vont faire autre chose. Et comme pour les autres professionnels de santé. Deuxième critère qui fait que les médecins vont y aller, c'est l'aménagement du territoire.
avant le financement, l'aménagement du territoire. Donc on en revient effectivement aux responsabilités des collectivités territoriales et aux besoins de se mettre en collectif. Et c'est ce que nous disons depuis le début. Je pense que là, attention à ne pas faire un faux procès. Au contraire, quand on dit, quand Benoît Fégé exposait que pour nous, il doit y avoir une délégation financière au niveau régional pour se donner des moyens sur un même ONDAM, c'est-à-dire un objectif qui est défini au niveau national, mais qui donne des moyens, avec une gouvernance où l'ARS, effectivement, n'est pas juste une organisation déconcentrée, mais partenariale avec les collectivités territoriales, les URPS et les représentants des établissements. C'est là qu'on va pouvoir construire dans la collégialité. Le financement, ça peut être un critère, mais finalement, il est faible. Cette étude RES vous le montrera. Vous savez, et que ça, quelles que soient les professions, pour envoyer quelqu'un dans un territoire où il ne veut pas aller, il faut faire x10 en termes de rémunération. On ne pourra jamais le faire. Donc le levier financier est un levier, mais il n'est pas un levier suffisant et déterminant. Ce qui ressort comme un élément fondamental, et là je réagis aux propos de Philippe Domblide sur ces logiques d'évaluation, elles ont été faites dans d'autres pays. Le compagnonnage, c'est un élément majeur et prioritaire de l'installation dans les territoires. Je suis désolé, aujourd'hui, les mesures sur le compagnonnage sont quasi nulles. Elles sont quasi nulles, à tous les niveaux. Elles n'existent pas en termes de tutorat, de mentoring et de stage. Donc là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Françoise Janson, vous évoquez donner les clés du camion. C'est exactement ce que disent les libéraux. Sauf qu'on dit, on ne veut pas les clés du camion tout seul. On les veut ensemble. Parce que les collectivités qui toutes seules font, qu'est-ce qui se passe? Ça fait, comme les questions le posent, des MSP qui sont vides. Donc attention, c'est une fois de plus aux dérives où chacun voit le prisme de son côté. Vous évoquiez, Benoît, les radiologues. Mais c'est justement cette logique d'entreprise libérale qui est intéressante et qu'on aimerait développer, en tout cas peut-être chez les spécialistes plus que chez les généralistes. Pourquoi les radiologues s'en sortent et gagnent de l'argent? Parce qu'ils doivent se regrouper. Parce qu'ils sont dans un exercice où ils se sont mis justement dans une logique d'entreprise libérale, collective, en association, avec des professionnels qui sont en appui, des manipulateurs, des assistants, etc. Oui, parce qu'ils ont dû faire face à des énormes investissements par rapport au nouveau matériel d'imagerie, hein, et ensuite que justement leurs actes ont été sacrément sabrés en termes de rémunération. Donc ils ont dû aller chercher de la productivité. Mais ça a été le cas avant les libéraux qui ont créé, notamment les chirurgiens des cliniques. Les cliniques, elles sont issues d'où? De ces libéraux qui avaient à une époque la capacité d'investir et qui ont été appuyés pour ça. Aujourd'hui, on n'a plus ces marges de manœuvre. Le modèle économique, justement, du libéral, il est complètement figé, les questions ne cessent de le dire, sur, justement, un cadre qui ne laisse plus aucune latitude. On dépense, mais on dépense mal. Non, nous ne demandons pas plus d'argent. Oui, nous sommes pour l'efficience, comme Jean-Duc Delaban tout à l'heure évoquait la téléexpertise pour faire en sorte que, aujourd'hui, 20 à 30% de patients qui vont chez les spécialistes n'ont rien à y faire théoriquement. Ça pourrait être traité par le médecin généraliste bien épaulé. Voire même c'est pire. C'est-à-dire qu'avec le phénomène justement des agendas en ligne, des Doctolib, etc., les spécialistes mettent des créneaux et aujourd'hui, le patient qui va un peu tout seul, non pas accompagné, coordonné, va trouver un rendez-vous à 6 mois et il sera trop tard. Alors qu'avec ces logiques d'une téléexpertise ou sur un cas clinique, des professionnels dialoguent, le spécialiste va pouvoir recevoir le patient très rapidement. Donc oui, nous sommes pour ces logiques d'efficience dans des logiques d'économie. Et ça, c'est basé sur ces logiques de gouvernance territoriale. Parce que avoir justement une attitude financière, comme vous disiez, de dire je viens financer tel type de mesures, tel type de rémunération pour les professionnels, tel type de professionnels de paramédicaux, etc. C'est exactement ce qu'on demande dans la logique de dire un modèle économique où aujourd'hui le médecin peut déléguer des actes, mais en l'ayant construit avec une équipe, et se voir facturé par l'infirmier libéral ou le kiné, ou etc. Dans quelle profession aujourd'hui, vous, quand vous confiez, la RS confie un marché à l'extérieur, une société, elle a le droit de sous-traiter, elle a le droit de construire une équipe, ce que vous regardez, c'est le résultat rendu. D'accord ? Aujourd'hui, tout le système est complètement figé par ce cadre-là, n'a aucune latitude. Un médecin, je veux dire ce que font les radiologues, mais d'autres médecins, le généraliste, dans la MSP, etc., on voit, ils veulent à 90% de la collaboration entre professionnels, mais libéraux prioritairement. Parce qu'ils ont peur de l'embauche du salariat, parce que c'est compliqué, etc., et que le modèle économique ne le soutient pas.
privilégions ce libéral. Mais là encore, rien n'est fait dans le système pour construire des protocoles, pour faire cette coopération où le médecin est en responsabilité, comme le disait Philippe Domblide, de la dimension médicale, mais en favorisant la délégation, donc le temps médical, etc. Donc tout ce que vous avez dit, nous y militons avec des mesures très concrètes, sans augmenter les éléments. Et effectivement, oui, des territoires qui sont très paupérisés en termes de population, mais c'est pas que médical, une fois de plus, je vous l'avais dit. Donc là, on l'a encore, avec cette logique de marge de manœuvre financière, on pourra venir aussi stimuler peut-être des rémunérations supplémentaires pour des cabinets secondaires, pour des exercices secondaires, pour pousser des spécialistes ou des généralistes à y aller, etc. Non, pas plus d'argent, on leur alloue mieux. Il y a beaucoup d'économies à faire et on arbitre les projets ensemble et pas chacun dans une vision en silo pour que les projets émergent des territoires et qu'on soit en capacité d'arbitrer ceux qui sont pertinents au regard des besoins de la population et une fois de plus de la qualité de vie des professionnels. Je pense que vous êtes quand même d'accord sur le fond parce que vous avez beaucoup de choses qui étaient en commun à droite comme à gauche. Donc l'important, c'est de continuer à discuter ensemble et c'est pour ça que je vous remercie à tous d'avoir été autour de la table. On arrive à la fin des échanges. Vous voulez que je fasse la petite conclusion ou vous nous racontez les petites études, les prochaines étapes qui vont être faites? Là, on voit que le débat est ouvert. Les pistes de réflexion que l'on a proposées, elles sont à une ouverture, à la discussion. Et le débat s'est même un peu animé. Nous n'avons pas donné des recommandations figées dans le marbre. On va continuer à travailler avec cette interaction, les commentaires que l'on a des participants et du public de ces webinaires. Et pour pouvoir continuer ce travail et arriver, je dirais, en septembre-octobre, à proposer une liste, pas à la mission flash, mais presque à notre ministre, de recommandations que porte l'URPS des médecins libéraux pour la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Parce que d'un certain côté, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un microcosme de la France. Nous avons une côte, nous avons des montagnes, nous avons la campagne et on a même des îles. Vous êtes représentatif. Donc on est représentatif de la France métropolitaine et outre-marine. Et donc j'espère que nous allons continuer à répondre aux questions de la population et aux questions des confrères, comment ils vont travailler demain. Et c'est ça la motivation que l'on a eue tout au long de ces heures et journées de travail et de réflexion. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, merci. Vous étiez presque 200 à nous suivre ce soir au fur et à mesure de la soirée. C'est un très bon résultat. Vous retrouverez tous dès lundi prochain sur le site de l'URPS Médecins le replay de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez manqué des moments. Ainsi évidemment que les documents qui ont été produits dans le cadre de cette étude. Rendez-vous donc à la rentrée, Benoît Fégé, pour ce rapport final. Merci à tous d'avoir été autour de cette table et de nous avoir suivis. Très bonne soirée.